par cette belle après-midi de soleil. Alors que d'autres se bronzent la couenne, on va se faire une petite séance de PowerPoint. Alors, je vais présenter aujourd'hui, je vais faire ma présentation en deux parties. La première partie, ça va être l'éco-construction. La deuxième partie, ça sera plus spécifiquement la construction paille, parce que j'arrive difficilement à allier les deux. Il y a toujours des gens qui vont me dire oui, mais la paille, il n'y a pas de réno dedans, on ne connaît pas vraiment les principes généraux, donc on ne sait pas comment l'aborder, même si on a toutes les réponses techniques. Donc la deuxième partie sera les réponses techniques spécifiquement liées à la paille. La première, ça sera des orientations générales pour l'éco-construction. Alors c'est ce que vous voyez là, donc la première documentation. Alors ce n'est pas un cours détaillé sur toutes les techniques de construction écologique et possibles et imaginables. Pourquoi? Parce qu'actuellement, avec les médias, le bâchage qu'on voit, voilà, le bourrage de crâne, on a énormément d'informations. Donc je vais commencer par vous expliquer l'intérêt de la construction en bois, ensuite l'intérêt des techniques à faible coût d'énergie grise, et ainsi de suite. Je pense que maintenant les gens ont assimilé les principes de base. Par contre, ils restent toujours noyés dans toutes les possibilités que le monde commercial essaie de proposer ou imposer. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les relations qu'on peut avoir entre toutes ces solutions techniques, parce que souvent on a plusieurs possibilités pour résoudre un même problème. Quelle choisir? Donc ce que je vais donner, c'est plutôt un regard sur différentes choses, quelques lignes directrices, plutôt qu'un cours détaillé de techniques de construction, de rénovation du bâtiment. Ça ne tiendrait pas en un week-end. Je pense qu'on n'aurait pas un aperçu simple, même superficiel des possibilités. Donc là, c'est vraiment un éclairage, on va dire, à ce jour, au vu de ce que mes clients, mon voisinage me fait comme remarque en général, parce que je suis architecte, c'est un regard sur ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc c'est aussi un retour aux fondamentaux. Donc j'ai mis ces images un petit peu en guise d'introduction pour montrer ce que c'est pour moi l'éco-construction. L'éco-construction, c'est déjà faire le moins possible. Quand on fait très peu, déjà, on ne chamboule pas, on fait quasiment jamais appel au transport longue distance et à l'industrie. Donc on est par définition, on est écologique. L'idéal, c'est de rien faire, là on est absolument écologique, quoi. Mais quand on veut faire quelque chose et qu'on prend déjà de la ressource sur le terrain ou très très local, quand on transforme le moins possible, quand on n'a qu'un seul outil et pas 100 000 techniques, 100 000 outils, 100 000 procédés de collage, d'assemblage et ainsi de suite, on est par définition à très très haut rendement. Et pas très haut rendement financier, parce que si on regarde, malheureusement c'est l'inverse de ce qu'on nous prône, hein. Si on regarde ce qui est enseigné dans les écoles de commerce et de business en général, ce qui fait la richesse des pays, c'est le nombre d'intermédiaires. Plus on a d'intermédiaires, plus les producteurs, ceux qui travaillent notamment, sont rémunérés. Je ne sais pas de quel côté vous vous situez, vous, si vous êtes dans le côté banquier ou travailleur, parce que bon, les banquiers ne travaillent pas forcément. Pour moi, ce n'est pas un travail que je prends vraiment très au sérieux, contrairement à agriculteurs ou maçons ou autres. Hein, la pénibilité pour moi n'est pas du tout la même. Même s'il faut peut-être des deux, mais enfin bon, il y a une distorsion au niveau de la rémunération terrible. Plus on segmente et plus on met d'intermédiaires, en général, plus ça fait de richesse. Et pour moi, c'est le modèle inverse. Moins on a d'intermédiaires, plus on fait simple et plus on est efficace. Donc je me suis permis de prendre des photos qui ne sont pas forcément pertinentes. C'est simplement pour montrer dans quelle direction moi j'irais si je pouvais, chaque fois. Donc c'est pas forcément des modèles que moi je vous propose, hein. Construire un escalier dans un tronc d'arbre massif de 2 mètres de diamètre, c'est pas tous les jours possible dans un lotissement surtout, hein. Il faut déjà trouver l'arbre, ensuite quand vous le trouvez, vous n'avez pas intérêt à y toucher, quoi. Et même si vous savez, il vaut mieux le laisser comme ça. Mais bon, l'idée est comme ça, c'est qu'on cherche un degré d'efficacité extrême. Par définition, on vire tout ce qui est industriel et déchets. Donc c'est des solutions, moi, auxquelles j'essaye de faire appel, c'est des solutions sans déchets et sans industrie. Donc ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'il faut vivre avec des cheveux longs jusque par terre et dormir dans l'étable au-dessus des vaches comme au Moyen-Âge. Hein. Ça peut être très efficace et très contemporain. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ces 4 images. Ces 4 images montrent aussi, je trouve, une esthétique certaine, du caractère.
c'est peut-être pas votre esthétique, je ne sais pas si c'est mon esthétique non plus d'ailleurs. C'est, je pense, indéniablement des objets qui trahissent un talent, du goût de la part de ses créateurs et qui ne laissent pas insensible. Donc on n'aime pas forcément le bois brut, mais, mais ce sont des objets qui ont été faits avec beaucoup de sensibilité par le maître d'œuvre, que ce soit des artisans ou des sculpteurs. Ça, moi je m'en fiche, de toute façon c'est un peu la même chose pour moi. Quand on est doué, on ne fait pas un truc, on fait une œuvre. Et donc là on a des objets qui sont, on pourrait dire, ramassés par terre avec des bouts de bois, des déchets, avec des trucs sans valeur. Et en fait ce sont pour moi des catégories, ils rentrent dans la catégorie œuvre d'art. Pourtant, pratiquement tous ces objets sont pour moi des objets du quotidien. Donc il n'y a pas de quoi, on ne refait pas le monde avec ça, mais pourtant un objet peut être, on va dire, de très très grande envergure, sémantique et donc esthétique. Voilà. On va d'abord aborder la question du chauffage des bâtiments. Alors que le confort c'est une question relative. Ensuite, je rappellerai des notions de bon sens. D'abord, ne pas perdre de chaleur pour ne pas avoir à chauffer, sinon en faire des pas, vous n'avez pas besoin de chauffer. Deuxième bon sens, quels sont les apports gratuits à volonté. Bon sens 3, choisir la bonne taille de ses vêtements. Avec un petit aparté, l'effet slim ou la maison dans la maison. Bon sens 4, dentelle ou laine. Quand on en est dans une civilisation qui développe autant la mode, donc on va dire le renouvellement et puis le côté éphémère des styles, c'est important de savoir que bon, y a quand même des règles à respecter. Parce que quand on a froid, il faut avoir les vêtements qui vont avec. Le dessous de la Loire, il faut savoir que thermiquement il y a au-dessus de la Loire et en dessous de la Loire, ce sont deux pays, on va dire deux climats différents. En dessous de la Loire, vous faites, je ne vais pas dire ce que vous voulez, mais c'est très permissif comme situation. Au-dessus de la Loire, moi j'ai l'habitude de dire que c'est l'ingénieur thermicien qui me dicte l'essentiel de mes contraintes avant mon client. C'est sûr que mon client, il va donner le budget, il va donner le programme, mais il ne donnera pas forcément la morphologie ou l'implantation ou certaines grandes lignes architecturales. C'est souvent l'ingénieur thermicien qui va me dire ouais, bah, si tu pars dans cette direction, ça sera plus judicieux ou ça sera plus efficient, ou on peut avoir ça comme rendement. Et donc c'est ni le client ni moi, c'est souvent l'ingénieur thermicien qui part en premier. En dessous de la Loire, on peut faire des choses sans trop se poser de questions. On arrive souvent à retomber sur ses pieds. Donc la présentation de ce soir, c'est surtout pour les régions froides. Le solaire sans soleil, la ventilation sans ventilation. Voilà. Ensuite, on abordera très rapidement, quelques grandes familles de matériaux écologiques, en commençant par le bois, la paille, la chaux, les matériaux industriels à haute performance. Donc c'est des incontournables. Hein. La récup. Et puis des cas particuliers que sont tipi, yourte, roulotte, caravane, camion. Et puis l'autoconstruction. Voilà. On abordera aussi rapidement les sortants. Donc par opposition aux entrants. Aux entrants, c'est tout ce qu'on met dedans. Les sortants, c'est tout ce qu'on évite de voir en général et tout ce qui n'existe pas sur le papier mais qui existe en réalité. On terminera, je crois, par la réhabilitation-rénovation. Alors, premier chapitre, le chauffage dans les bâtiments. D'abord, le confort, c'est une formule à deux composants. C'est 2 fois la température des parois pour 1 fois seulement la température de l'air. Donc, ça veut clairement dire que ce qui prime dans la conception, c'est l'équilibre thermique des surfaces, donc les inerties, donc la chaleur que rayonnent ou ne rayonnent pas les parois. Tout le monde connaît maintenant depuis les années 70 les fameuses baies vitrées à effet paroi froide en face desquelles on gelait, hein, parce que d'abord c'était des très grands vitrages, souvent des monovitrages et pas des doubles vitrages, mais surtout parce qu'ils étaient en proportion extrême. Donc à l'époque du Corbu, on avait bien faire des grandes transparences, des grandes perspectives, et puis les gens gelaient, quoi. On mettait tous les radiateurs au pied des baies vitrées et ça ne suffisait pas. Maintenant on a évolué, mais on en est toujours dans la même situation. Moi, je me souviens il y a 10 ans quand j'étais architecte en Allemagne, quand j'ai quitté l'Allemagne, il y avait une revue professionnelle qui était sortie, une revue d'architecte et qui tapait sur le poing et qui citait les exemples les plus
selon moi, inadmissible, ou les prouesses les plus incroyables, malgré elles, dont était capable de l'architecture en Allemagne. Hein. Donc il citait des très beaux bâtiments, irréprochables sur le point de vue architectural, esthétique je veux dire, mais dans lesquels par exemple on atteignait des températures de 60-70 degrés couramment derrière les baies vitrées. Donc c'était des cages d'escalier, c'était des rampes, c'était des bureaux qui étaient climatisés mais à mort, quoi. À mort parce qu'on ne pouvait pas toucher les garde-corps, les bords de fenêtre, ça montait à 70 degrés. Quoi. Parce que bon, il y avait un survitrage énorme malgré des brise-soleil, malgré plein de choses. C'était on va dire, l'architecte s'en foutait complètement des conséquences thermiques de la chose. Quoi. Donc 2 fois les températures, une variable qui a 2 fois la valeur l'une par rapport à l'autre, dans les cas de la température des murs par rapport à l'air, c'est très important. C'est valable en surchauffe, vous avez l'impression de griller carrément en été, hein. On a souvent ça derrière des tours en tôle dans les usines, mais aussi en hiver derrière des murs qui sont insuffisamment isolés. Et c'est beaucoup plus important de travailler la radiation, donc la température des parois, que la production elle-même de chaleur par des radiateurs ou autres. C'est ce qui vous donne un confort qui est largement plus stable. Vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher chaque fois des radiateurs ou de vous éloigner des baies vitrées. Donc ça c'est très important. Et vous pouvez, petite parenthèse là, vous permettre d'abaisser les températures d'une manière très très significative de 5 à 6 voire 7 degrés quand vous avez une bonne homogénéité des températures de murs et verticale comme horizontale. Or, verticale c'est très important quand vous n'avez pas de stratification, c'est-à-dire que vous avez aussi chaud à la tête qu'aux pieds. Et d'autant plus que la plupart des gens, au moins les gens qui sont comme moi, ils sont collés au sol, ils sont pas collés au plafond. Quoi. Donc le froid il est toujours en bas, là où l'humain évolue, et donc d'avoir une très très bonne stabilité des murs, des températures des murs, des parois, c'est fondamental. Et la plupart des gens s'en foutent de ça, ils mettent la valeur d'isolation standard, et puis après on met un maximum de radiateurs, et puis c'est tout. En fait c'est l'inverse. On devrait travailler énormément l'épaisseur des murs, l'inertie des murs notamment, c'est-à-dire la capacité de restitution de la chaleur, du lissage des températures par les murs. Et les radiateurs, c'est relativement secondaire. Voilà, c'est pas souvent fait. Ensuite, le confort thermique est très relatif parce que quand vous êtes jeune, comme beaucoup de gens dans cette salle, vous êtes très peu sensible aux écarts de température. Moi, j'ai travaillé, pour des raisons qui ne sont pas intéressantes ici, très longtemps dans les pièces à 10 degrés ou 15 degrés, des fois même 5 degrés, mais en tant que du travail administratif de bureau, hein, pas du bûcheronnage. Hein. Et je tenais tant que j'avais 15 à 25 ans. Et plus le temps avance, plus on avance dans le temps, plus on est sensible. Vous voyez, les mémés, c'est carrément 5 couches de pull, voire 7 couches de pull, et elles ont encore froid. Quoi. Donc il faut savoir intégrer cette évolution de la sensibilité avec l'âge, et pas concevoir des bâtiments uniquement à l'âge en général où on est jeune et se dire bon bah, je tiens maintenant, je tiendrai toujours. C'est faux, avec le temps on devient beaucoup plus sensible. Sans parler des personnes qui sont, on va dire, malades, qui elles de toute façon ont un fonctionnement tout à fait différent. Ensuite, la température, c'est une question de culture. En Angleterre, les gens se satisfont d'une température moyenne de logement de 17 degrés. J'ai pas dit dans leur entrée ou dans la cave, j'ai dit dans le logement. Hein. Alors chez nous, quand vous dites ouais, il fait 17 degrés chez moi, les gens ne viennent pas. Enfin bon, c'est horrible, c'est insoutenable. Maintenant, je commence à me connaître. Je connais dans le cercle de gens que je côtoie déjà 3 familles qui vivent avec 17 degrés. On le sait parce que, par exemple, on lance des semis, par exemple, parmi mes amis, ils me disent les semis ne prennent pas chez moi. La croissance des plantes se font, au moins pour les plantes qu'on cultive, au-delà de 17 degrés. Quand pendant 3 mois ça ne bouge pas, c'est qu'il fait moins de 17 degrés. Les gens ne racontent pas de bobards. Quoi. Et qu'ils le mettent dans l'endroit le plus chaud. Hein. Donc il fait 17 ou moins. Et ça, c'est pas mal. Quoi. Donc maintenant, je commence à voir en France des gens qui ne sont pas en marge ou des révolutionnaires. C'est des gens tout à fait, que je qualifie, au moins d'apparence, tout à fait communs. Donc des femmes, des familles mariées avec des enfants, des gens qui travaillent. Quoi. Ils n'ont pas de raison particulière de se comporter comme ça. Mais 20, 19, 20, 21 degrés, c'est un gaspillage énorme d'énergie. Je crois que par degré de chaleur, par degré Celsius, on double la consommation énergétiquement en passif. Donc si je crois que c'est à peu près doublé ou 35%. Quoi. Donc si une personne, quand on construit un bâtiment passif, en général on le conçoit pour 19 degrés. Si la personne, quand elle rentre, dit moi 19 degrés, je m'en fous, je veux 20, il ne faut pas qu'elle s'étonne qu'elle multiplie par 2 sa consommation. Alors en passif, la consommation elle est très très faible, mais n'empêche que c'est pas bon.
Il faut savoir donc revenir un peu et travailler cette notion de température minimum. C'est très très culturel. Les gens qui viennent de la Caraïbe ou d'Afrique du Nord ont encore une toute autre sensibilité. J'ai des amis qui venaient de la Caraïbe ou même du Brésil. Eux, quand ils venaient en France, c'était, je crois que c'était 25 degrés, 26 degrés. Hein. La plupart des gens ne tenaient pas de dormir en hiver en t-shirt, on était tout le temps sur le palier, il faisait beaucoup trop chaud. Non. Et pour eux, ils avaient froid. Donc ça, ce travail, c'est important. Voilà, les températures en France ressenties, souhaitées, idéales, jugées comme idéales par les gens, sont 18 degrés dans les pièces de nuit. Or, ce sont les surfaces les plus grandes. 20 degrés dans les pièces de jour, ce sont les surfaces les plus occupées, et 22 degrés dans les pièces de toilette, les surfaces les plus petites. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? 22 degrés ne pose aucun problème dans la mesure où c'est insignifiant. Toute petite surface, à la rigueur, on les surisole, ça coûte pas cher, on s'en fout. Les surfaces les plus grandes, c'est les locaux de nuit, 17-18 degrés. Comme c'est les plus grandes, c'est là où c'est le plus intéressant. Là, ça vaut vraiment le coup, en fait, dans ces surfaces, de séparer, donc de faire une partition jour-nuit. Et tout ce qui est nuit, on peut même encore le baisser, voir si on ne peut pas passer à 16 ou 17 ou même 15 degrés. Je pense que 15 degrés, c'est aucun problème dans les pièces de nuit. Et donc, du coup, 15 degrés en Alsace, ça vous permet pratiquement de faire des bâtiments non isolés. Ah bon, il y a les abrutis de la législation, là, Promotelec et les autres, qui vont dire comment ça, bâtiment pas isolé, c'est pas conforme aux lois. Moi, je m'en fous des lois. Je vous dis juste, ça a un sens. Les lois sont pas toujours faites pour économiser de l'énergie. C'est surtout fait pour vendre de la camelote et faire courir les gens dans la même direction. Et la direction, c'est la direction des grands groupes et des grands intérêts industriels. Là, ça, c'est pas mon propos ici. Je présente la chose de manière tout à fait rationnelle. Les plus grosses surfaces sont les surfaces sur lesquelles on peut le plus jouer au niveau de normes de température. Hein. Donc les locaux de nuit, c'est pour moi une piste de recherche très intéressante. C'est revenir un petit peu comme on faisait au début du siècle, c'est-à-dire avoir des locaux de nuit non chauffés ou chauffés d'une manière très très faible, c'est-à-dire des locaux à très faible inertie. Vous les chauffez juste quand vous allez au lit ou quelques minutes quand vous vous levez. Donc il ne faut surtout pas mettre de béton, il faut tapisser ça avec des revêtements à faible émissivité. Et ça, c'est une piste très intéressante d'économie d'énergie. Et donc là, vous avez déjà deux extrêmes. Chauffer très très fort, par exemple dans les locaux où vous êtes tout nu, ça a du sens, parce qu'ils sont très petits ces locaux, et puis parce que c'est peu de temps à la rigueur, et si vous les isolez beaucoup, ben, ça ne vous coûte pas très cher. Pas isoler du tout dans les locaux de nuit, sachant que c'est la moitié des logements, ça vous fait faire une énorme économie, ça. Et les 20 degrés, donc là, les surfaces les plus occupées, bon, là, il n'y a rien à dire. Les pièces de jour, elles ont une caractéristique, les pièces de jour, c'est qu'elles sont occupées on va dire de manière le plus intensément, parce que c'est toute la famille qui va, elle travaille, elle a énormément d'activités, des fers, entre guillemets. Et là, ça vaut le coup de peut-être phaser dans le temps, parce qu'on est, je crois, un tiers du temps dans ces locaux, pas plus. Et donc là, ça vaut le coup, là aussi, de ne pas mettre d'inertie, de les monter rapidement en température et de couper tout dès que vous y êtes plus. Donc là, il y a des pistes d'économie d'énergie très intéressantes. C'est important pour moi de ne pas soumettre le logement, le lieu de travail, c'est pareil, hein, au même régime, un régime constant. C'est encore plus important si on n'a pas d'argent, c'est-à-dire si on est obligé de faire des choix. Si vous avez 50% de votre budget, ben, sachez que vous pouvez très bien hiérarchiser, dire je fais très bien les pièces de jour, les toilettes, et puis le reste, je ne fais pas. Conclusion, ne pas sous-estimer les performances techniques thermiques attendues. J'ai bien dit sous-estimer, hein, pas surestimer. Des paroles des logements au détriment des autres caractéristiques. Ensuite, concentrer les efforts sur les locaux les plus exigeants. Salle de bain, séjour. Le reste, pour moi, ça n'a aucun intérêt de les isoler. Bon, quand on est jeune, en bonne santé. Hein. Pour des gens qui sont alités tout le temps, c'est encore différent. Bon sens, hein. Ne pas perdre de chaleur pour ne pas avoir à chauffer. Alors, là, c'est... maintenant, on commence à faire du passif. Moi, depuis que je suis à mon compte, je fais du passif. Maintenant, ça fait assez longtemps. Mais déjà, il y a 15 ans, on le disait... on rate, quand on a chauffé un bâtiment, c'est qu'on l'a raté. Quand vous êtes obligé de mettre un radiateur dans le bâtiment, ne serait-ce qu'un radiateur, c'est que vous êtes planté quelque part. Il y a une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on chauffe des bâtiments en passif uniquement avec leurs apports internes. Donc, qu'est-ce que c'est que les apports internes? C'est la chaleur produite par les gens. Une personne fait, suivant son âge, entre 100 et 200 watts par corps, pratiquement de jour et de nuit. Hein.
Donc c'est assez intéressant. Si vous avez 6 personnes, vous avez déjà pratiquement 700-800 watts de chauffage. C'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a tous les appareils, les ordinateurs, les lampes, le four, la machine à laver et d'autres équipements qui chauffent de manière relativement importante. Ensuite, il faut savoir que ne pas perdre de chaleur pour ne pas avoir à chauffer. Il faut savoir que, oui, ça c'est une réflexion que j'avais qui est un petit peu parallèle. Quand les gens me disent ouais mais ça me coûte pas cher de chauffer, je consomme 7 stères ou 10 stères. Il faut savoir que dans une maison traditionnelle, le volume de bois de chauffage consommé actuellement correspond aux besoins qu'il faut pour construire une maison en bois. Donc pourquoi chaque année est-ce qu'on est obligé de brûler une maison en bois simplement pour en maintenir en température une seule? C'est quelque chose d'aberrant. Je trouve que c'est complètement idiot. Donc par définition, on essaye de ne pas jeter cette chaleur par la fenêtre, hein, puisqu'en fait vous n'en avez rien, elle fiche le camp par les fuites, et que ce soit les fuites d'air ou les fuites thermiques par convection. L'extérieur n'en a rien de ce chauffage. Tout ce qu'il faut, c'est simplement couper du bois à chaque fois pour remplacer et maintenir cet équilibre thermique. Ensuite, les combustibles écologiques impliquent une consommation importante d'énergie fossile polluante et de travail humain. Si on prend l'exemple du bois, pour faire une stère de bois, il faut 7 à 10 heures de travail par stère. On va dire qu'il faut pratiquement travailler une journée pour préparer 1 mètre cube de bois. C'est pas tout à fait 1 mètre cube d'un stère, mais c'est à peu près ça. C'est énorme. Pourquoi est-ce qu'on maintient ce gâchis de temps de travail? Là, je ne parle pas d'argent, je dis simplement pourquoi quelqu'un doit couper du bois sans arrêt alors qu'il suffit de fermer les fenêtres, on va dire, et d'isoler correctement et la chaleur reste dedans. 7 à 10 heures, c'est un cycle sans fin, c'est un tonneau des Danaïdes, vous êtes toujours obligé de brûler, quoi. Conclusion, seuls les bâtiments ratés doivent être chauffés, c'est ce qu'on m'a toujours appris, hein. C'est pas une satire, une caricature, c'est comme ça. C'est les thermiciens qui disaient ouais, tu t'es planté là, on va être obligé de mettre un radiateur. Sous-entendu, on va l'air con là, on a perdu notre crédibilité. Second point, les matériaux et bois. Le matériau bois et le travail humain méritent d'être consacrés à des causes plus utiles et plus nobles que de la production de combustible. Je trouve que moi, on peut avoir mieux à faire, même si c'est vrai que ça détend, ça permet de maintenir en forme. Je trouve que l'humain a mieux à faire que de couper du bois ou casser des cailloux. Pour moi, c'est le même niveau. Alors, quelques exemples de maisons. C'est une maison en paille que j'ai faite, maison passive. Donc, vous voyez que la maison passive n'est pas forcément une grotte avec de la paille par terre, de la terre battue, avec des croûtes sur les murs et dans lesquelles on ne voit rien, éclairé à la bougie. Une maison, ça peut être quelque chose. Ici, on m'a demandé une maison pas banale. On m'a demandé une maison qui ressemblait à toutes les autres. On ne m'a pas demandé de prouesse. Hein. Donc, j'ai fait une maison tout à fait, je ne vais pas dire banale, c'est une maison normale, quoi. Mais c'est une maison qui n'a aucune caractéristique particulière. Les gens ne savent pas que c'est une maison passive, encore moins qu'elle est en paille. Donc le fait d'avoir une maison qui ne consomme rien, qui a des matériaux 100% écologiques, n'a pas forcément de rapport avec sa pratique ou son esthétique. L'esthétique, elle peut être totalement différente d'un architecte à l'autre, d'un constructeur à l'autre, d'une technique à l'autre. Ça, c'est une autre maison que j'ai faite, toujours en passive en paille. Donc, le mythe qui consiste à dire les maisons passives c'est des grottes parce qu'elles ont des toutes petites fenêtres pour ne pas faire perdre la chaleur, c'est faux. Là vous voyez, il y a, je sais plus combien, il y a 26 mètres carrés de murs sur une seule pièce. Ça fait beaucoup. Mais bon, il n'y a rien de particulier, n'importe quel archi vous fait des maisons comme ça. C'est pas, je ne suis pas le seul à faire des trucs comme ça, c'est simplement des maisons d'architectes, c'est tout, quoi. Ça c'est une petite maison pour très petit budget, entièrement en paille, entièrement passive. Voilà, ça c'est la même vue de l'extérieur. C'est toujours un détail aussi avec un escalier en bois, c'est une spirale en bois qui monte. Voilà. Deuxième point, deuxième rappel au bon sens, les apports gratuits à volonté. Donc le premier point c'était de ne pas avoir à chauffer. Deuxièmement, si on veut chauffer, on va dire utiliser en premier ce qui vous tombe du ciel, ou ce qu'il y a on va dire en abondance. Alors qu'est-ce qu'il y a comme source abondante, très facile à exploiter durablement? Le solaire thermique. Même en Alsace, bien qu'on a eu des hivers assez irréguliers ces dernières années. Donc, bon là, ça maintenant tout le monde le sait, il faut orienter ouvrir le côté sud au maximum. Donc il faut avoir une maison qui est construite comme un capteur. Alors là, je vous montre une maison qui date de 1950.
quasiment sans aucune isolation, qui est faite comme un capteur solaire, c'est-à-dire c'est un quart de cercle qui commence à capter à 100% à 10 heures et à 100% à 15 heures. La face arrière est entièrement enterrée et donc le côté déperditif côté sud est largement compensé par les surfaces de stockage en roche naturelle côté intérieur. Donc c'est un capteur solaire, c'est pas une maison, hein. Moi j'appelle ça un capteur solaire, c'est tout. En tant qu'architecte, l'architecte a parfaitement répondu à la contrainte, c'est une maison habitable, on peut dormir, manger, coucher dedans, recevoir des gens. Elle répond à sa fonction, mais elle est 100% dessinée comme un capteur solaire. Et les fenêtres sont en bois et c'est du caillou, c'est une dalle béton. L'intérieur est comme ça, donc on le voit, c'est une mezzanine de étage en plus, hein, donc c'est pas... Bon, l'architecte est connu, c'est Frank Lloyd Wright, c'est un de mes maîtres, hein, je pense que c'est un des plus grands architectes de cette époque-là. Donc c'est un virtuose de la forme et le fait qu'on lui demande une maison solaire lui a posé aucun problème. Lui, il a simplement regardé le soleil, il a regardé les courbes, il a dit on va faire une maison comme ça, elle perd rien par le derrière, elle prend tout par le devant, elle stocke un maximum pour tenir la nuit, le reste on s'en fout. Voilà, je trouve qu'elle est très très belle et elle date de 1943. Voilà, donc là aussi c'est du réchauffé. On peut faire, la même version existe par un architecte allemand ou suisse je crois. Une maison entièrement blanche, extrêmement élégante, très 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 belle. Hein. Donc pratiquement 80 ans après, elle a été réinterprétée. Hein. On ne la reconnaît pas du tout, mais c'est le même principe, quart de cercle, fermeture arrière, ouverture avant. Et c'est éloquent comme image. Mais donc c'est simplement une figure de style qui vous montre une réponse pertinente à la question des apports solaires. Deuxièmement, la chaleur corporelle humaine. Ah oui, donc ça c'est les apports gradués à volonté donc, après le solaire qui quantitativement est le plus important. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, le soleil vous donne à peu près 1000 watts par mètre carré de surface d'énergie. Alors c'est sûr qu'il y a une perte énorme de rendement à travers les baies vitrées. Ensuite il y a une seconde perte parce qu'on ne capte pas toutes les énergies. Hein, c'est surtout les infrarouges qui nous intéressent, le reste on l'a pas. Mais si vous dites qu'il y a 500 watts par mètre carré qui arrivent, si vous mettez une baie vitrée de 10 mètres carrés, ce qui est facile, hein. Moi j'arrive très, très rapidement à 10 mètres carrés dans une pièce de vitrage, hein. Mais comme tous les archis. C'est pas une difficulté pour nous de survitrer, de faire rentrer la lumière dans les maisons, hein. C'est plutôt un défaut, quoi. Donc vous arrivez rapidement à avoir 5000, voire 8000, voire 10 000 watts de chauffage par pièce, côté sud. C'est énorme. Pour ne pas arriver à stocker cette énergie, l'utiliser sur après 2-3 jours, il faut vraiment être un manchot, vraiment. Il faut donc 10 000, on va dire entre 5 000 et 10 000 watts par pièce, comparé à la deuxième source de chaleur qui par personne vous donne 100 watts, on va dire. Vous voyez le rapport, quoi. On a intérêt à se concentrer d'abord sur la chaleur solaire. C'est là où on gagne énormément. Surtout qu'en Alsace, on a une caractéristique, c'est qu'on a des hivers relativement ensoleillés, sauf l'hiver 2008-2009 où on a eu 2 jours de soleil pendant tout l'hiver, je crois. Là, c'était une catastrophe, c'était l'inverse. Mais en Alsace, on a traditionnellement des hivers très ensoleillés. Or, c'est l'hiver qu'on a besoin de chaleur. Si on sait se protéger du soleil en été, il n'y a aucun problème à faire des bâtiments qui sont dessinés comme des capteurs solaires. Donc là, on voit bien, premièrement, c'est le solaire qui est le plus intéressant et le plus puissant. C'est potentiellement la plus grosse source. Deuxièmement, la chaleur humaine. La chaleur humaine, je vous ai dit, c'est à peu près 10 fois, 20 fois moins. Donc là, il ne faut pas baser... Mais bon, on le fait à Fribourg, il y a un bâtiment qui est passif et entièrement nord. Donc lui, il n'a rien du tout comme apport solaire. Il n'a quasiment rien comme fenêtre. Moi, j'appelle ça des meurtrières. Il a des toutes petites fenêtres. Comme il n'a pas d'apport, lui, il se blinde au niveau des perditions. Donc, habiter dans un appartement qui est avec des toutes petites fenêtres, moi, ça ne me dit pas. Il faut faire son choix. Si les gens qui sont dedans sont contents, ça va. Moi, je connais des gens qui ne supportent pas du tout la lumière, les UV, qui cherchent que des appartements nord. Donc, pour ces gens-là, c'est très bien. Moi, je suis sur un autre rayon et j'utilise le solaire au maximum. Donc, après la chaleur corporelle, on a les appareillages. Là, vu l'intermittence, c'est encore plus faible. Et les eaux grises. Les eaux grises chaudes. Donc, qu'est-ce que c'est les eaux grises? Parmi toutes les eaux qu'on relâche, il y a les eaux vannes et les eaux grises. Les eaux vannes, c'est les toilettes, il n'y a pas de chaleur à restituer dedans. Et s'il y en avait, ce serait tellement peu et tellement intermittent qu'on n'y arriverait pas. Et surtout, il y a un énorme risque de contamination bactériologique. Donc, on ne joue pas à ça. On récupère la chaleur sur les eaux qui sont en volume beaucoup plus important
Et moins risqué, c'est les eaux grises. Donc c'est les eaux de douche, les eaux de lavage de machine ou les eaux de lavage d'évier. Et moi, je mets des récupérateurs de chaleur depuis le début, donc depuis plus de 10 ans. À l'époque, c'était strictement interdit. Strictement interdit. Maintenant, on a autorisation de les importer. Et ces appareils viennent du Canada. C'est des coaxiaux, comme ça, comme sur la photo, en cuivre. Donc, et au Canada, c'est subventionné à 50% par l'État. En France, comme on est très très fort en nucléaire, on n'a aucun intérêt à récupérer la chaleur. Plus on la jette par la fenêtre, mieux c'est. Donc c'est strictement interdit. Et si on le laisse, ben, on ne va certainement pas l'aider, ce genre de solution de récupération de chaleur. Bon, ça permet jusqu'à 60% de récupération de la chaleur. C'est vrai que ce n'est pas 60% de la chaleur sortie chaudière. Il y a la perte en ligne, après il y a la perte par évaporation dans la douche, après il y a l'absorption du corps humain, après il y a l'absorption des parois, et sur ce qui reste, vous récupérez 60%. Mais ça vous permet, dans une douche, d'avoir une injection d'eau froide, en hiver par exemple, qui rentre à 5 ou 10 degrés, qui est injectée à 15 ou 20 degrés. C'est énorme. À tel point que très souvent, l'hiver, j'ai du mal à trouver de l'eau froide dans la maison. Parce que je récupère de la chaleur, chez moi j'ai ça, je récupère de la chaleur sur toutes les conduites, et je réinjecte ça dans le circuit. Et très souvent, pour laver une salade, parce que les salades n'aiment pas être lavées à l'eau tiède ou chaude, eh ben, j'ai du mal. Je suis obligé d'aller dans la salle de bain à prendre à l'évier de l'eau froide, parce que dans toute la maison, je réinjecte de l'eau froide, de l'eau réchauffée. Donc ça marche très très bien. Ça tombe jamais en panne. Si c'est bien fait, il n'y a aucune possibilité d'avoir des fuites. Et évidemment, en France, pays du nucléaire, vous ne le trouvez pas ça. Donc ça, c'est une solution justement de chauffage, en fait, de récupération de chaleur, mais c'est du préchauffage de l'eau, absolument gratuite. Il n'y a pas de pièce mobile, il n'y a pas d'entretien là-dessus. Et ça fait plus de 10 ans que j'en ai partout dans la maison. Des récupérateurs de chaleur. Ensuite, il y a la géothermie. La géothermie sous forme de puits canadien, troglodytisme, enterrement. Là, c'est déjà plus difficile parce que la géothermie implique la récupération de chaleur autour de 10-12 degrés. Bon, se chauffer avec des masses de 10-12 degrés, c'est du préchauffage d'air entrant, hein, c'est pas vraiment de la chaleur, mais c'est déjà pas mal. Sauf si on veut habiter très très profondément. Alors là, moi, je vous montre deux exemples. Une œuvre autoconstruite et une œuvre d'architecte. J'ai pas forcément plus d'estime pour l'œuvre d'architecte que pour l'œuvre autoconstruite. L'œuvre autoconstruite est clairement faite de briquets de broc et de matériaux de récup. Et je trouve est plus surprenante et a plus de caractère. Bon, non, peut-être pas plus de caractère que l'autre. En tout cas, il doit y avoir un rapport de 100 à 1000 financièrement entre l'un et l'autre. Parce que là, l'architecte s'est fait plaisir, mais bon, il a dégommé une colline et puis après, il a fait comme si c'était naturel son truc. Mais bon, c'est un bel ouvrage, mais ça coûte horriblement cher, hein, ce genre de bâtiment. C'est, je crois, une maison en Suisse, il me semble. Donc, mais bon, je ne fais pas trop de commentaires sur le sens de la chose. J'attire juste l'attention sur les performances thermiques. Donc, s'enterrer, c'est très bien quand on aime les basses températures, puisque la Terre était à 10-12 degrés, et été comme hiver. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a peu d'ouverture sur le monde, hein, puisque c'est une ouverture unique, on va dire, qui est travaillée de manière très, très, très intéressante. Mais pour moi, ça évoque immanquablement le blocos, quoi. Le blocos, ça ne me fait pas beaucoup rêver, quoi. C'est le gars qui se planque donc pour pas être vu, quoi. Donc, mais bon, il n'a peut-être pas le choix. C'était ça, où il construisait là, où on lui interdisait de construire, quoi. Toujours est-il qu'il y a des possibilités de creuser, de s'enterrer à moitié, ce qui a toujours été fait d'ailleurs. Et architecturalement, ça peut être une piste. Les ressources intermittentes ou difficiles à exploiter, il y a l'éolien. Alors l'éolien, ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes sur les crêtes et que ça souffle en permanence, c'est le discours inverse qu'on va vous tenir. L'hydraulique, parce qu'il y a des régimes, hein, il y a peu de cours d'eau qui sont à régime constant. Je ne parle même pas des crues. Au milieu de l'été, mais là c'est un petit peu difficile, mais il y a de grosses différences. Si vous avez un potentiel hydraulique, c'est de loin ce qui est le plus intéressant et le plus rentable, parce que la quantité de mouvement de l'eau est infiniment supérieure à la quantité de mouvement de l'air. Si vous prenez 1 mètre cube d'air dans la figure à 100 km/h ou 1 mètre cube d'eau dans la figure à 100 km/h, vous allez voir, ça ne fait pas le même effet. L'eau donc, a un impact infiniment plus puissant et est capable donc, de transférer beaucoup plus d'énergie sur une hélice à taille égale que l'air. L'air, c'est vraiment
c'est vraiment pas terrible, quoi. Il faut vraiment aller dans les très très grosses machines et monter en altitude parce que plus on monte avec une éolienne, plus le gradient de vent est important. Et donc quand vous voyez des éoliennes pour sites urbains ou des éoliennes à monter sur le toit, vous savez que c'est des conneries. Parce que le vent, pour être intéressant, il doit être pris en altitude. Il y a une érosion des couches du vent à proximité du relief, et le toit c'est du relief, même si soi-disant il y a une petite accélération, mais en site urbain c'est de la foutaise. Si vous montez 10 mètres au-dessus des toits ou 30 mètres ou 100 mètres dessus, vous avez pratiquement 100 fois plus de vent, quoi. Donc vous n'essayez par définition jamais, jamais, jamais de mettre des éoliennes au ras du sol ou sur le toit. Mais vraiment jamais, quoi. Il faut vraiment être dans un cas particulier pour que ça marche, que ce soit effectivement plus fort que d'habituel. L'éolien, moi je mets que c'est difficile à exploiter, c'est vraiment quand on est en site isolé ou quand vraiment on a des gens qui en veulent plus, quoi. Moi j'ai par exemple des clients qui sont dans un site où vraiment on souffre du vent, une maison passive et ils souffrent du vent. C'est-à-dire que là je leur dis, mais écoutez, le vent vous vide la maison, hein, parce qu'il faut fermer tout le temps, parce que si vous laissez une maison passive un peu trop longtemps ouverte, la chaleur sort et puis c'est fini. Vous avez pour 3 jours ou 4 jours jusqu'à ce qu'elle remonte en température. Donc moi je leur ai dit, écoutez, une solution, vous mettez une éolienne, ça coûte pas cher, quand vous avez une puissance pas possible disponible, vous mettez du chauffage électrique et donc il y a un radiateur brûlant qui tourne en permanence et là vous en foutez, quoi. Vous laissez la fenêtre ouverte, c'est pas un problème. Et plus il y a de vent, plus l'équilibre se refait artificiellement, quoi. Et puis donc c'est une connexion directe, il n'y a même pas d'électronique dedans, c'est pas mal. Mais c'est un cas très particulier, ça c'est les sites exposés. Sont exclus pour des raisons de coût, bon évidemment le photovoltaïque parce que c'est une arnaque fantastique. Et la biomasse. La biomasse parce que bon, ça impose des circuits de transport et de transformation et la technique c'est du high-tech, c'est pas du low-tech. Donc par définition c'est pas écologique. Sauf des cas particuliers, d'agriculteurs ou d'industriels, quoi. Mais là je parle pour les particuliers. Bon sens 3, choisir la bonne taille de ses vêtements. Alors il est possible de ne chauffer un vêtement avec ses apports de chaleur interne que s'il est de taille minimum. En gros, il faut avoir un pull à votre taille, sinon il ne faut pas se plaindre si vous avez plein de plis dans vos vêtements et s'il est beaucoup trop grand, qu'il y a d'avoir des courants d'air sous le pull. Donc ça c'est très important dans la conception de prendre toujours, on va dire, le strict minimum habitable. Il y a souvent des gens qui ne savent pas trop quelle surface choisir pour leur habitation. Moi je leur dis, bon, pour 2 personnes, 2 enfants, c'est 130 mètres carrés, alors qu'au départ c'était 180, 200. Je leur ai dit, non, on n'y arrivera pas, il faut recouper. Et on recoupe, on sort tout, quoi. On ne peut chauffer correctement une maison avec des très faibles sources que si on a réduit la surface à leur portion congrue. Il n'y a aucune possibilité avec une vieille personne ou une personne seule de chauffer une grosse maison, hein, avec la chaleur qu'elle produit. C'est un échec total. La température baisse et on se retrouve à 8 degrés ou 10 degrés et c'est foutu, quoi. Là le client il vient vous chercher, il vous dit écoutez, vous remontez des radiateurs dans toutes les pièces parce qu'on gèle. Donc il faut savoir toujours adapter ses vêtements au corps de chauffe, quoi. Ensuite, se regrouper à plusieurs dans un même vêtement accroît les ressources. Alors, ressources de chaleur interne, alors là c'est un grand classique, il faut essayer, quand je dis le même vêtement, évidemment c'est le bâtiment. Donc il faut soit accoler les bâtiments, soit être à plusieurs dans un bâtiment. Autrefois, on était à 3 ou 4 générations dans un bâtiment. L'évolution de la société, des mœurs et des relations sociales font que les gens ne se supportent plus intergénérationnellement, mais par contre, au sein d'une même génération, ils se supportent. C'est-à-dire qu'on revoit maintenant des personnes âgées se regrouper, des étudiants, ça c'est pas nouveau, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, c'était ça, vous n'avez pas d'études, mais maintenant on a une stratification de la société, les femmes âgées se regroupent, les personnes âgées se regroupent, les étudiants se regroupent, les familles monoparentales se regroupent, mais donc c'est une stratification horizontale, alors que verticalement, autrefois c'était verticalement, c'est-à-dire l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et les enfants, sous le même toit, à des étages différents souvent, quoi. Maintenant c'est la même recomposition, mais on va dire pas dans les familles, c'est-à-dire des copains qui se regroupent. On voit ça dans beaucoup de pays, en France un petit peu, pas trop, mais en Allemagne ça se fait pas mal. Donc c'est des WG, des Wohngemeinschaft, avec des personnes âgées par exemple, qui se montent. C'est entre copines, ils achètent un bâtiment et puis il y a une cuisine collective. Chaque personne fait la cuisine un jour, à tour de rôle. Et les mémés sont sur la terrasse, elles papotent toute l'après-midi. Dès qu'il fait beau, elles sont toutes dehors. C'est sympa comme tout, hein. Les étudiants faisaient ça aussi, les mères seules faisaient ça. J'ai plein de copines qui avaient des gamins seuls, mais elles faisaient ça. Donc elles s'arrangeaient les gardes entre elles. Donc c'est une stratification, une réorganisation de la société
pour éviter d'avoir donc des volumes occupés partiellement ou par partie dans la journée. Donc ça c'est très important d'arriver à repenser ça, hein. On ne peut pas garder les choses telles quelles et obtenir et prétendre à une dimension écologique ou à une économie d'énergie. C'est pas possible. Il faut faire des choix quelque part. Il faut sacrifier toutes les pièces ou les locaux qu'on n'arrive pas à utiliser. Et pour ça, c'est une mutualisation des moyens. Donc c'est rien de plus que ce qu'on faisait déjà, mais organisé différemment. Ensuite, l'habitat accolé collectif. Par exemple, le simple fait d'accoler des bâtiments type habitation, donc de les accoler sur deux côtés latéraux, hein. Donc c'est pas des maisons abriquées de ville qui peuvent être complètement soudées sur 3 côtés ou 4 côtés, hein. C'est vraiment dans une bande, le long d'une rue, vous avez les maisons qui sont toutes à droite et à gauche mitoyennes, hein. Donc le simple fait de faire ça vous permet 14%, entre 12 et 14% d'économie d'énergie. C'est quand même énorme, en faisant rien, quoi. C'est soit des économies d'énergie, soit au niveau des pertitifs, soit des besoins de chauffage d'autant réduits, quoi. C'est très important on va dire, de jouer à touche-touche, quoi, hein, dès qu'on peut, quoi. Conclusion, limiter la partie chauffée au cœur du bâtiment. On en avait déjà parlé avant, hein, de dire que les parties qui valent le coup d'être chauffées sont, heureusement et par hasard, que les parties les plus réduites. Ça, c'est déjà très bien. La deuxième chose, c'est cette partie réduite-là qui doit être vraiment travaillée, même au niveau du programme, c'est-à-dire voir si on ne peut pas se mettre à plusieurs et autres, hein. Donc ça, c'est important. Situé à proximité de sources de chaleur et des activités vitales. Donc il faut regrouper le stockage de chaleur, le ballon d'eau chaude par exemple, la chaufferie, si vous avez une chaufferie, les zones de vie. Donc il faut regrouper toutes les zones de vie entre elles, hein, et pas essayer de les disperser. Voilà. Ensuite, les modèles slim ou maison dans la maison ultra compacts peuvent être aussi une solution très intéressante. C'est quoi le modèle slim? Vous n'avez pas d'enfants, hein? À mon âge, ils sont partis. Ils sont partis, ouais. Alors, les pantalons slim, c'est des pantalons, je ne veux pas être vulgaire, mais qui moulent tout. C'est des pantalons super serrés, quoi. Voilà, et donc qui collent, voilà, qui vous comme coincés, hein. C'est fait pour montrer, érotiser un petit peu les silhouettes, quoi, hein. Mais en fait, il faudrait faire la même chose avec les maisons, quoi. C'est bien serré, et virer tout ce qui dépasse, quoi, rentrer le ventre, on va dire. Et quand vous avez vraiment après un volume élégant, réduit au minimum, là, on peut parler d'économie d'énergie. Tant que vous êtes dans les maisons super, je ne vais pas dire obèses, mais redondantes, bourgeoises et très grosses, il ne faut pas se plaindre que vous n'arrivez pas à chauffer, c'est tout, quoi. Moi, quand je dis modèle slim, c'est le truc comme les habits des ados, quoi, super serré, quoi. C'est un peu l'idée. Il faut regrouper, se concentrer et n'avoir que les organes vitaux, on va dire, qui sont maintenus en vie, et le reste, voilà, je trouve plus d'actualité. Alors, pour illustrer la chose, je vous montre juste. Bon, c'est un clin d'œil, hein. C'est un artiste qui a fait une petite. C'est un étudiant au Japon qui a fait une œuvre d'art. Son œuvre d'art, c'est la maison minimum. La maison minimum, il est revenu pas à la matrice de la mer, mais il est revenu à l'œuf, on va dire. Et son œuf, en fait, c'est un truc rigolo avec une porte qui s'ouvre de côté. Il a tout dedans. Bon, c'est pas du tout sérieux, hein. C'est pas un habitat du tout, mais il s'est permis de le poser. Je trouve ça plein de poésie. C'était juste pour vous dire que le fait de faire petit n'est pas forcément moche, con, ringard, ou ça peut être quelque chose de très intéressant. Je trouve que c'est un étude en archi. Mais c'est d'habitat éphémère, hein. Il s'est amusé à mettre de la mousse dessus pour faire comme si c'était là depuis tout le temps, mais d'après moi il ne l'a pas laissé longtemps, il a dû se le faire virer dans la journée, ce truc-là. Voilà, donc il a fait un œuf avec un éclairage zénital intéressant et bien isolé. Voilà. Donc on n'est pas forcément dans la petite roulotte, dans la cabane on va dire du forain ou du reclus ou de la personne qui est rejetée en marge de société, quoi. Ça peut être quelque chose de rigolo à inventer. C'est toujours le regard de l'architecte, hein. C'est-à-dire que faire moins, c'est pas forcément tomber en bas de l'échelle. Bon sens 4, dentelle ou laine. Alors les épaisseurs d'isolant naturel doivent être, pour faire du passif, au minimum de 20 cm au sol. Donc ça, c'est des normes pour donner des grandeurs d'idées. Moi, j'ai toujours des gens qui disent bon, on va mettre 2 cm d'isolant. Non, c'est 2 cm, je ne connais pas. Moi, c'est 20 cm par terre. Donc on voit tout de suite en réhabilitation, par exemple, quand on a les plafonds de 2,40 m ou de 2 mètres, hein, quand il faut mettre 20 cm par terre, c'est pas évident, quoi.
20 cm au sol, 40 cm sur les parois et surtout 45 cm sur les toitures. Moi je mets 60, 80, 90 cm en haut. Bon, c'est parce que j'ai la place, hein. Mais moi j'en mets des quantités énormes. Mais c'est vrai qu'entre 60 et 80 cm, il n'y a carrément pas d'évolution, hein. C'est juste pour permettre à l'isolant de se tasser et puis éventuellement s'il y a des dégradations, on est tranquille, on ne les voit pas passer. Voilà. Mais pour vous donner les ordres de grandeur d'une isolation dite performante, il faut savoir que ces concepts évoluent toujours. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans l'architecture, 7 cm c'était déjà une folie monstrueuse. On avait toutes les entreprises sur le dos qui nous disaient mais quoi, à 7 cm tu jettes l'argent du client par la fenêtre, 5 cm c'était déjà énorme, autrefois on n'avait rien du tout. On leur prescrivait 7, les entreprises passaient en disant que l'architecte était un idiot, hop, du coup ils remettaient 5 et on continuait comme ça, quoi. Les entreprises sont toujours pour changer au minimum les habitudes et surtout pas prévoir l'avenir. Donc là, quand on est à 20 et 40 et 45, c'est une vision, on va dire, qui tend vers la consommation minimum, en disant que ce sera déjà peut-être insuffisant. Mais pour moi, le fait de ne pas avoir de radiateur du tout dans une maison, c'est une base de discussion. Vous pouvez faire plus, moi ça ne me dérange pas du tout, mais c'est à peu près ces épaisseurs. Pardon ? Vous dites 20 cm, 40 cm, 45 cm, mais quel matériau? Oui, bonne réflexion. Si vous mettez de l'aérogel, vous avez besoin peut-être que de 8 cm, monsieur. Oui, non. On parle dans les épaisseurs moyennes courantes relatives à ce qui se met en place habituellement. Là, c'est du polystyrène qui est pathogène. J'ai pas dit ce que c'était, là, il faut qu'on m'accuse d'être pathogène là-dedans. Et je dis simplement que c'est les épaisseurs relatives par rapport à ce qui se met, c'est tout, quoi. Après, on abordera les matériaux. Ensuite, les isolants minces ne sont pas efficaces. Les isolants minces tels qu'on les voit, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des multicouches aluminium, Bultex ou je ne sais plus ce qu'il y a avec, ce genre de truc. C'est une belle arnaque. Pendant 5 ans, 6 ans, le CSTB a montré que c'était de la foutaise. Et un jour, ils sont arrivés à soudoyer les petits copains au gouvernement, et hop, c'est passé en matériaux isolants, quoi. Alors que tout le monde sait que c'est n'importe quoi, ça crée des sinistres assez importants. D'ailleurs, en Suisse, en Allemagne, c'est interdit dans beaucoup de cas de figure, on n'a pas le droit de les poser. En tout cas, c'est pas du tout isolant. C'est réfléchissant, c'est vrai, mais tant qu'on n'est pas dans le cosmos, c'est pas on a une transmission de chaleur solidienne, c'est de loin pas une solution intéressante. Et en tout cas, pas comme dans le cosmos. Dans le cosmos, c'est très bien, dans l'espace interstellaire. Mais sur Terre, malheureusement, c'est une connerie. C'est une petite arnaque, hein. C'est pas bien grave, mais ça permet aux industriels de fourguer une camelote, parce que c'est vraiment une camelote, c'est pas du tout durable, c'est rien, hein. Ils vendent ça super cher, alors que c'est vraiment, ça me fait toujours rire que les gens posent des trucs pareils. Et voilà. Ensuite, les laines isolantes légères ne sont pas stables. Quoi que vous fassiez d'ailleurs, et elles seront moins stables. Il y a 10 ans, ils les ont discrètement retraités, reconsidérés, modifié tous les process de fabrication pour enfin les rendre nettement moins cancérigènes. Je parle des laines de verre et laines de roche. Donc maintenant, elles sont quasiment plus cancérigènes puisqu'elles ont une rémanence dans le corps qui est 20 fois ou 30 fois inférieure à ce qu'il y avait autrefois. Donc elles sont biodégradables, les laines de verre. Malheureusement, qui dit biodégradable dit très peu stable, notamment aux agents atmosphériques. Si c'est très humide sous les tuiles, dans les murs, ça se dégrade. Comme c'est fait, parce que c'est fait pour se dégrader dans la chair, dans les tissus, dans les poumons. Donc effectivement, dès qu'il y a un peu trop d'humidité, un peu trop de chaleur, hop, ça se dégrade. Donc ces laines, moi, j'en mets pas. Il faut savoir que vous n'êtes pas du tout dans le durable, c'est dans le jetable. Un architecte qui met de la laine de verre, il vous fait quelque chose, il doit intégrer son projet, on va dire, dans le même type de produit que les voitures. C'est-à-dire qu'il doit avoir le courage de dire aux gens, bon écoutez, votre truc il est fait pour 10 ans, 15 ans maximum, et après vous revenez me voir, on le rase et on fait un autre, quoi. Mais il ne faut pas appeler ça de la pierre. Quelqu'un qui construit de la laine de roche ou de la laine de verre, même quand c'est inclus dans les briques, hein, c'est une forme d'arnaque. Dans une chaîne, en marine on le sait, hein, mais en aviation c'est pareil. Dans une chaîne d'encre par exemple, ce qui détermine la capacité d'une chaîne, c'est son maillon le plus faible. Quand vous avez un bâtiment qui est entièrement isolé avec un matériau complètement anachronique comme ça, hein, qui a une durée de vie de l'ordre d'une voiture, hein, le bâtiment doit être vendu au prix d'une voiture. Et on doit vous le dire. On doit vous le dire, même si c'est une apparence de pierre, on doit dire, monsieur, c'est un bâtiment jetable parce qu'il a une durée de vie qui est très inférieure à votre vie. Donc vous serez amené à en consommer plusieurs, donc à en changer. Mais pas pour le revendre, le recycler, non, le détruire et en refaire un autre. Surtout quand on met 20, 30 ou 40 ou 50 cm par exemple de laine, hein, je ne sais même pas si ça se fait, eh ben, le coût est énorme de recyclage, de retraitement, démonter toutes les cloisons, les parements et ainsi de suite, changer tous les circuits qui sont dedans. C'est colossal. Donc on est vraiment dans le jetable.
Donc le mot, les concepts de développement durable ou écologique, là, n'ont rien à faire. Hein. C'est vraiment une entourloupe, c'est tout. Quoi. Donc ça, c'était juste une réflexion sur les laines isolantes, qui ne sont pas stables du tout. Autrefois, elles étaient plus stables. Elles duraient 20 ans, 25 ans, maximum 30 ans. C'était cancérigène, mais stable. Enfin, un peu plus stable. Voilà, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Ensuite, les isolants rigides ne sont pas efficaces. Pas efficaces, attention, dans beaucoup de cas. Ils sont parfaits, hein, c'est ce qu'on appelle souvent les polyplaques, donc les assemblages polystyrène, plaques de plâtre ou polyuréthane, qui soient gris, vert, bleu ou rose, c'est pareil, c'est des isolants rigides. Comme ils ne peuvent pas s'adapter à leur subjectile, c'est-à-dire épouser parfaitement les supports sur lesquels on les colle, vous avez derrière un espace qui va de 1 cm à des fois 3 à 4 cm. Ce qui fait que les résultats d'analyse, par exemple les résultats d'études en laboratoire de ces complexes isolants, c'est-à-dire la conductivité thermique ou la résistivité par exemple qui est excellente de ces produits, n'a aucun rapport avec la réalité, parce que dans la réalité vous avez ce merveilleux matériau, derrière un courant d'air pas possible qui annule des fois la totalité des performances de ce matériau, et après votre mur en brique qui est gelé, malgré le fait que vous avez 5, 10 ou 20 cm de polystyrène dessus. Si vous n'arrivez pas à gérer efficacement ce qu'on appelle le court-circuit thermique, c'est-à-dire cette lame derrière, qui enlève toutes les calories, ou qui fait chuter les performances d'isolation de ces doublages rigides, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que souvent, il vaut mieux mettre des matériaux comme des laines de bois, qui sont moins durables, on va dire, dans le temps, mais qui collent parfaitement au subjectile, donc qui épousent toutes les irrégularités des murs. C'est nettement plus intéressant d'avoir ces matériaux souples qu'on comprime et qu'on maintient comme ça, plutôt que des doublages rigides derrière lesquels un courant d'air glacé circule. J'ai encore visité une maison, là, il n'y a pas longtemps, pour une expertise avant achat, et le gars, il avait mis 10 cm, c'était magnifique. Je regarde en bas des murs, c'était découpé à plein d'endroits, et autour de toutes les fenêtres, il y avait donc des espaces pour les linteaux. Donc l'air s'engouffrait en bas des façades parce que les mouvements de l'air exercent des pressions qui fait que l'air s'infiltre partout, lèche les bâtiments, donc les refroidit et ça ressort sous les gouttières, ça sort sous les volets roulants. Et on voyait partout des trous comme ça, des fentes super larges. Donc le gars il était très fier de me dire qu'il avait 10 cm, mais bon ça valait peut-être l'équivalent de 1 ou 2 cm, c'est tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le court-circuit thermique. Vous isolez, mais tout fout le camp derrière. Et ça on ne vous le dit pas. On vous donne juste la résistivité du matériau mesuré en laboratoire, c'est-à-dire rien devant, rien derrière. Or, si vous faites l'étude de la mise en situation, c'est-à-dire isolant parfait, courant d'air qui annule toutes leurs caractéristiques, puis après votre mur à isoler, oui, bah, c'est du bricolage. Oui, on bricole. On bricole comme des tarés, quoi. Et c'est lamentable. Mais on le connaît, hein, vous trouvez les études, hein, si vous regardez Olivier Zidler, d'Enertech, bureau d'études, qui est à l'origine de la norme BBC et toutes les RT en France. Donc c'est pas un bonhomme seul, c'est pas un unicum, c'est quelqu'un qui est universellement reconnu. Il a beaucoup plus longtemps travaillé pour le gouvernement étranger qu'avant de travailler pour la France. Donc c'est vraiment une référence. Il en parle très bien de ce court-circuit thermique. On ne met jamais d'isolant rigide, sauf dans certains cas. Et c'est difficile à mettre. Donc ça c'est un petit peu. Mais le liège c'est pareil, hein, le liège c'est très difficile à utiliser justement parce sauf si on a un mur parfaitement plat, on arrive bien à le coller. Donc on peut quand même utiliser des isolants rigides, mais il faut savoir les mettre en œuvre. Ensuite, l'adjonction d'accessoires au vêtement principal contribue à l'isolation, à condition qu'il ne soit pas réchauffé. Donc c'est une façon de dire, vous pouvez toujours rajouter des garages, avoir des lobbies, des fumoirs, des boudoirs, des salles de jeu pour enfants ou pour votre maîtresse ou je sais pas quoi, ou des garçonnières, mais mettez-les à l'extérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas dans le volume chauffé. Ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Avant, je disais, on va dire la même chose d'une manière opposée. Je disais, sortez tout ce qui n'est pas nécessaire. Là, je dis simplement, vous pouvez toujours rajouter des choses à condition, s'ils ne servent pas beaucoup, de les laisser à l'extérieur. Et surtout, ça rajoute un petit peu à l'isolation. Donc, c'est très important, ça. Les dessous et dessus de la Loire. Deux zones climatiques divisées habituellement en France, au-dessus de la Loire et le long du littoral. Donc le littoral, simplement parce que là on a un climat océanique, où les contraintes thermiques sont permissives, et au-dessus de la Loire et loin du littoral, et c'est le cas en Alsace, où les contraintes thermiques sont considérables. Exemple 1, un bâtiment passif à Bordeaux n'est même pas classé BBC en Alsace. Que vous voyez, en 2009, je crois, il y avait des industriels qui se lançaient dans le passif. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les cocos?
Ils ont fait tous leurs démonstrateurs à Bordeaux. Et quand on regardait sur les photos, on regardait, les gars, ils n'avaient fait aucun pont thermique. Les gars, ils faisaient ça. C'était une charpente traditionnelle, surdimensionnée. Les mecs, ils faisaient la même chose que les maisons alsaciennes, hein, mais avec des murs vachement gros, c'est tout. Je regardais tous les détails, les appuis sur dalle, les retours. Le mec, il faisait rien, il se cassait. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, la solution, elle est simple, c'est que les critères passifs sont liés à la géographie. Et ce qui est à Bordeaux, chez vous, là-bas, n'est même pas BBC ici. Donc quand vous regardez, et donc ces constructeurs s'établissent à Bordeaux et importent leur truc ici. Ils disent, ouais, on sait faire depuis 5 ans. Non, non, il faut avoir fait un démonstrateur ici, l'avoir mesuré et après on regarde ce que ça donne, quoi. C'est vraiment autre chose. Donc il faut savoir qu'on n'est pas tous au même régime. Hein. Et à raison, hein, il n'y a aucune raison de faire en Corse, par exemple, en Méditerranée, des bâtiments quand on fait en Alsace, ça ne fonctionne pas du tout et c'est jeter l'argent par la fenêtre. Et deuxièmement, par exemple, le deuxième exemple que j'aime toujours citer, c'est le chanvre chaud. Le chanvre chaud, c'est un mélange d'isolant, très intéressant, avec de la chaux, très intéressant. Si ce n'est qu'en Alsace, les contraintes thermiques sont telles que les propriétés des isolants chutent complètement quand on les adjoint d'un liant. Donc un isolant doit être utilisé pur. À partir du moment où vous lui mettez de la purée, de la colle ou du plâtre ou n'importe quoi, c'est plus considéré comme isolant. Alors que ce chanvre chaud, c'est un matériau magique. C'est un matériau très très intéressant qui a des propriétés extraordinaires. Mais en dessous de la Loire, les gens se font baratiner par quelques entreprises et des vendeurs de matériaux ici en disant ouais, c'est génial. Non, non, non. C'est pas de la croyance, enfin, au moins pour mon école. Je ne suis pas dans le mystique ici. On a des lambda, on a des valeurs mesurables, toutes simples. Ça ne vaut rien ici. Le chanvre chaud n'est pas un isolant. Même si les gars vous disent qu'ils en font et ainsi de suite et qu'ils n'ont pas besoin de chauffage. Moi non plus, je ne chauffe pas dans mon garage, je m'en fous, quoi. Donc les gars, ils arrivent à truander les choses pour dire que ça marche. Non, ça ne marche pas, on le sait. Et des fois, les gens sont tellement convaincus qu'ils finissent par y croire, mais en laboratoire, on le sait, le chanvre chaud, c'est un matériau merveilleux, mais qui ne s'enveloppe pas au-dessus de la Loire. Ça ne s'utilise pas, ça ne doit pas s'utiliser. Tous les bureaux d'études vous le diront. Hein. En général, les seuls chantiers où il y a du chanvre chaud en Alsace, c'est les chantiers sans architecte, où les clients se sont fait baratiner par les entreprises ou leurs vendeurs de camelotes, c'est tout, quoi. Et ce sont des gens souvent qui n'ont pas fait d'études et qui traînent dans ces casseroles derrière eux en disant ouais, j'ai vu, ça marche dans le sud de la France et qui ramènent ça ici. Bon, je pense qu'il faut garder l'intelligence de chaque région, hein, de même qu'une maison alsacienne n'est pas intelligente en Guadeloupe parce qu'elle se fait bouffer par les termites en moins d'une. Il ne faut pas ramener des maisons de Guadeloupe ou du sud de la France ici, il faut garder toujours l'intelligence de chaque climat et chaque région. Voilà. Point suivant, le soleil sans soleil. Un ensoleillement hivernal insuffisant ou un survitrage peuvent compromettre complètement l'autonomie et ou le confort d'un bâtiment. Ce qu'on appelle l'effet de poire à froid, même avec du triple vitrage. Comme j'ai dit avant, c'est assez important. La température des parois agit à une action double de celle de la température de l'air. Vous voyez très bien que si vous avez survitré votre bâtiment, et comme c'était le cas par exemple en 2008 et 2009, qu'il n'y a aucun soleil, là vous allez avoir un retour des clients qui va vous dire la maison est inconfortable. Oui, sauf que la plupart du temps en hiver on a beaucoup de soleil derrière les baies vitrées. Je peux vous dire qu'on est torse nu en hiver dans une maison passive en Alsace parce que ça chauffe vraiment, quoi. Et moi le bureau d'études m'avait dit, tu seras en surchauffe en plein hiver, même pas moins 15. Effectivement on l'a vérifié. Donc il faut savoir simplement que le corollaire de ceci, si vous survitrez, c'est-à-dire si vous en mettez vraiment trop, côté nord par exemple, ou qu'il n'y a pas de soleil, vous aurez un problème de confort. Mais bon, pour moi c'est secondaire ce problème. Mais il faut mieux le savoir. Même si on met du triple vitrage. Alors ça implique, si on veut quand même le faire, parce que le geste architectural est merveilleux, parce que le client vous casse les pieds, qu'il a vu ça dans une revue ou je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire, mais il faut compenser. Donc il faut mettre des corps de chauffe en infrarouge, donc c'est des radiateurs thermiques ou électriques hein, qui sont tout petits et qui vous émettent un tout petit peu d'infrarouge. Ça permet de compenser la chose. Voilà. Je ne sais pas ce que viennent faire les signes chinois, c'est intéressant, mais c'est un problème de logiciel. Là. Voilà. Et l'élévation nécessaire à la température de l'air de plus de 3 degrés ou 4 degrés est l'autre réponse si vous avez ces problèmes de survitrage. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par ces radiateurs infrarouges, il vous faut augmenter la température de l'air de 3 ou 4 degrés, ce qui peut multiplier par 2 ou par 3 la consommation du bâtiment. Donc ça c'est très important, hein, c'est un petit détail. Le soleil c'est bien de jouer avec, mais il faut prévenir les clients. Voilà.
Limiter les surfaces, moi j'habite dans un bâtiment comme ça, je peux vous dire que jamais je ferai un bâtiment conventionnel. C'est tellement agréable dans une cathédrale de lumière, d'avoir énormément de plantes vertes, de pouvoir ouvrir des grandes surfaces en été, de sentir le courant d'air un petit peu, de l'air chaud, les premiers rayons de soleil du printemps, et puis d'entendre comme si on était dehors le chant des oiseaux, c'est quelque chose de merveilleux, même au centre-ville. Et donc pour moi, c'est un compromis que j'accepte et qui me va bien. Mais c'est vrai que la nuit tombée en hiver, on sent un petit peu le déficit en infrarouge. Voilà, conclusion, il faut limiter les surfaces vitrées autant que possible, il faut être relativement raisonnable et ajouter des éléments d'inertie. Des éléments d'inertie, c'est-à-dire des dalles de béton, des murs de béton, des escaliers en béton ou des crépis très épais, donc pas des crépis chambre chaud. Hein. Je vois toujours des gens qui rajoutent des crépis chambre chaud à l'intérieur. À l'intérieur, il ne faut jamais mettre de crépis chambre chaud. Il faut mettre des crépis lourds qui restituent la chaleur. Si vous mettez un crépi léger, vous perdez tout l'intérêt d'un crépi. Un crépi doit être très épais pour redonner la chaleur pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Si vous mettez le crépi chambre chaud, vous mettrez dans la même situation que les gens qui avaient des moquettes, quand ils coupaient le chauffage, 10 minutes après, il faisait froid. Enfin bon, c'est une ineptie. La ventilation sans ventilation, alors là c'est de nouveau un aparté, de nouveau. Alors, la ventilation naturelle des bâtiments passifs ou autres n'est pas nécessaire sous certaines conditions. Là, il me manque un mot. Est possible sous certaines conditions. Premièrement, ne pas avoir de source de pollution ou à risque. Donc il faut très bien contrôler la qualité de ces revêtements intérieurs. Quand vous avez par exemple des sols PVC, moquettes, sols PVC de n'importe quel type, des revêtements formica sur les meubles, des peintures plastiques, voire encore des meubles en plastique, c'est même pas la peine de parler d'écologie ou d'absence de ventilation. Vous avez intérêt à ventiler au maximum parce que l'air sera toujours nettement plus pollué dans votre logement qu'à l'extérieur. Même si vous êtes au bord du périphérique à Strasbourg ou à Paris. La pollution maximum vient de l'intérieur du logement, justement à cause de ces revêtements plastiques. Donc la première question c'est ça, est-ce que vous avez vraiment un air qui n'est pas trop chargé en COV? Donc pour ça, si vous habitez dans un logement ancien, c'est-à-dire parquet en bois, pas verni avec un vernis polyuréthane par exemple, mais huilé au ciré, des murs en plâtre avec une tapisserie papier, un plafond en plâtre, là vous avez toutes les chances d'avoir un intérieur relativement correct. Mais si vous êtes dans un habitat moderne, faites pas un promoteur, là vous êtes mal parti, quoi. Ensuite, disposer d'un volume intérieur suffisant par rapport à occupant. Ça c'est très important. Hein. Si vous êtes à 4 ou 5 ou une famille entière dans une pièce, vous allez voir, même après 10 minutes, ça commence à moufter un peu, ça sent la salle de sport, surtout si vous avez des gosses. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est tout. On sent le côté un peu animal de l'humain. Et donc le seul moyen de résoudre ça, c'est en général de laisser toutes les portes ouvertes. Ça marche pour toutes, évidemment, sauf les WC. Mais ça marche relativement bien. Les WC, on n'y passe pas beaucoup de temps, malheureusement. Enfin, malheureusement, donc c'est une façon de ne pas en parler. Mais les chambres, là où les enfants jouent très longtemps, le bureau, la cuisine, vous pouvez très très bien laisser les portes tout le temps ouvertes. Et ça se fait, hein, ça se fait. Je parle des immeubles modernes, étanches. Je ne parle pas des anciens bâtiments. Ceux-là qui avaient plein de fuites, il n'y a pas de problème à ne pas avoir de ventilation. Je parle des bâtiments qui souffrent de très très grosses pathologies par manque de ventilation. Ces bâtiments, quand ils sont bien faits, n'ont pas besoin de ventilation. S'ils sont mal faits, parce qu'il y a des ponts thermiques partout, que ça condense à mort et que ça moisit, même quand il y a une ventilation, j'en parle pas de ça. C'est un problème de maîtrise d'œuvre, de conception, soit de l'entreprise, soit de l'archi n'a pas fait son boulot, ou l'ingénieur, ou je ne sais pas qui, que je ne vais pas incriminer ici, mais il y a un problème. Donc je parle des solutions où il n'y a pas de problème. Hein, je rappelle que plus on a isolé, plus on a eu de problèmes. Mais on a tiré des règles professionnelles qui ont expliqué comment isoler sans créer de pathologie dans le bâtiment. Et je pars du principe que quand on a bien fait son travail, on n'a pas ces problèmes. Si on n'a pas ces problèmes, je l'affirme haut et fort, mais je ne suis pas le seul, il n'est absolument pas nécessaire de ventiler si on respecte quelques règles. Donc la première, c'était les pollutions de CO2. La deuxième, c'est le volume intérieur suffisant. Donc ce n'est pas des très petits appartements, hein. Plus l'appartement est gros, plus c'est confortable. Troisième élément, comme j'ai dit, laisser les portes intérieures ouvertes lorsque les locaux ne sont pas occupés. Donc c'est façon de dire, même si ça ne vous plaît pas, laissez les portes quand vous n'y êtes pas. Et surtout, si le bâtiment est très étanche, comme la plupart des bâtiments modernes, on ventile dès que possible. Donc on ventile la nuit si on est à la campagne par exemple, toute la nuit on laisse ouvert en été. En hiver, c'est 5 minutes, 10 minutes. Une fois quand on rentre, avant que les
enfants arrivent, on ouvre bien, on referme, la température se stabilise et puis ça va. Les gens arrivent, ils ont de l'air frais, et puis après on laisse se dégrader un petit peu, mais ça passe. En Allemagne, c'est ce qu'on appelle le Kurzlüften. En Allemagne, ils n'ont pas de ventilation. Pendant longtemps, ils n'avaient pas de ventilation. Et ça les faisait bien rire d'ailleurs, les ventilations qu'on a en France avec les piles, là. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Les ventilations qui marchent avec les piles dans les bouches, c'est la ventilation. Non, non, il n'y a pas de pile dedans. Hygroréglable. Hygroréglable, c'est un truc que nous sommes les seuls en France. On a deux belles conneries que tout le monde nous envie, c'est le nucléaire, les pesticides et l'hygroréglable. Les techniciens qui connaissent l'hygroréglable, à l'étranger, ils se marrent. Ils se demandent comment est-ce qu'on peut faire une ventilation avec des piles. Tout le monde sait que les piles, quand elles sont vides, plus personne ne les change. L'hygroréglable, c'est ça. Dans chaque pièce, vous avez des bouches dans lesquelles il y a des piles. Et les piles vous règlent le tout. Ce n'est que les piles, elles durent 1 an, 2 ans. Après, c'est fermé, c'est ouvrir au maximum ou fermé au maximum. Et donc, ça ne marche plus du tout. Donc, c'est super, c'est pas du tout ventilé, ou c'est ventilé tout le temps. Donc, c'est pas de l'hygroréglable, c'est de l'hygromerdique, c'est tout, quoi. Mais il n'y a qu'en France qu'on fait de l'hygromerdique. Il faudrait marquer NF hygromerdique, quoi. Hein. Mais en Suisse, en Allemagne, ils rigolent. Ils disent, mais comment est-ce que vous pouvez faire une ventilation avec des piles? Les gens, ils ne savent même pas qu'il y a des piles, qu'il faut changer les piles tout le temps. On ne leur dit pas. En France, on vend du nucléaire et de la camelote. Hein. Donc on fait des normes qui vont avec. Et on impose ça, quoi. Donc voilà. Donc en Allemagne, ils n'ont pas de ventilation qui marche avec des piles. Ils n'ont pas de ventilation du tout, la plupart du temps. Ils font du Kurzlüften. Ils ont fait des études. Hein. Ils marchent, ils voient très bien où ça va. Et voilà, et puis dernier point, prévoir un système de ventilation naturelle hors période hivernale. Alors moi, ce que je fais dans les maisons individuelles, je prévois un maximum d'oscillants en battant en partie basse et en partie haute, on met une trappe au plafond. Et donc les 2 tiers de l'année, la maison est ouverte en permanence. Ah, les souris ne peuvent pas rentrer, les chats non plus, les chiens non plus, les voleurs non plus, parce que c'est des trucs qu'on ne voit pas, qui sont grillagés dans la toiture en général, et dans la partie basse, sont inaccessibles, et c'est ouvert en permanence. Et caractéristique intéressante, c'est que plus il y a de gradients, donc plus le soleil tape ou plus il y a d'occupants dedans, dans la maison, plus ça tire. Et moins il y a de soleil, moins il y a d'occupants, moins ça ventile, parce que moins ça chauffe à l'intérieur. C'est la ventilation naturelle qui fait qu'il y a du tirage. Donc c'est intéressant, c'est une ventilation naturelle, un tirage naturel, statique, qu'on met en place. Voilà. Et je mets ça dans mes maisons passives. Bon, j'ai rien inventé, hein, c'est l'ingénieur suisse qui m'a dit tu fais comme ça, j'ai fait comme ça, c'est tout. Mais eux ont une longue expérience dedans et ils l'ont toujours fait. Ensuite, prévoir, moi, c'est pas nécessaire, mais en tant que professionnel, je suis obligé de savoir où j'emmène les gens. Donc moi, je mets des sondes CO2 avec alarme. J'ai bien dit CO2 et pas CO, c'est pas les mêmes choses. Les sondes CO, c'est pas trop cher, les sondes CO2, c'est autre chose. Et voilà. Donc, je crois que c'est la dernière chose que j'avais au chapitre ventilation sans ventilation. Alors, il y a une petite astérix dans le marqué ventilation du bâtiment est possible. Il y a marqué possible techniquement, mais non légalement en France. Ce que j'ai dit ne concerne pas du tout la France. Ça concerne tous les pays sauf la France. En France, on ne peut pas. Vous n'avez pas le droit. Et surtout pas en tant qu'architecte. Donc là, je parlais juste comme si j'étais un Suisse pour les Suisses, hein, ou un Allemand pour les Allemands. Eux le font, ils l'ont toujours fait. Les ingénieurs suisses, je travaille avec un ingénieur suisse qui se paye ma tête chaque fois que je le vois. Je prononce le mot VMC double flux, il me dit mais arrête avec tes VMC, qu'est-ce qu'ils ont encore mis comme merde dans la tête, c'est pas possible, pourquoi tu ventiles? Et ils ont des maisons en altitude, des gens normaux, hein, diplômés, pas diplômés, avec des gosses, sans gosses, qui n'ont pas de ventilation. Et ils n'ont pas de pathologie particulière, les Suisses. Et nous, on a des ventilations en pile et des trucs comme ça, enfin incroyable. Donc là, ce que je vous ai dit, vous l'oubliez si vous vous intéressez à la France, quoi. Je ne vous l'ai pas dit. Ouais. Mais je le fais quand même, hein, je vous rassure, c'est faisable, je l'ai fait, je me suis équipé, donc pour pratiquement tous mes clients, j'ai des sondes CO2 qui mesurent tout, l'hygrométrie, le CO2, je crois que j'ai même l'oxygène et les températures. J'ai mis des sondes dans pratiquement toutes les pièces de vie, et je les ai mesurées des fois sur 1 an, 2 ans. Donc il faut savoir de quoi on parle, ne pas répéter de conneries, notamment les vendeurs de chambres chaudes, toujours les mêmes, les camelots, hein, c'est les camelots de la région, qui vous disent que la chaux c'est magique, ça régule bien la température, ça régule bien l'oxygène, ça régule bien le gaz carbonique. Je crois que ça régule pas les ondes de téléphone, mais ça se trouve, il le dirait encore, quoi. Non, ça régule rien d'autre que l'eau, l'hygrométrie. La chaux régule extrêmement bien les transferts hygrométriques de vapeur d'eau, mais pas du tout le gaz carbonique ni l'oxygène. C'est la foutaise qu'ils disent, quoi. Donc il faut parler de ce qu'on connaît et être capable de
le mesurer, de le vérifier. Donc moi, en tant qu'architecte, j'équipe au moins mes bâtiments les premières années de sondes et qu'on vérifie la chose. Si ça se passe mal, il faut avoir prévu un plan B avec une ventilation. En général, c'est pas trop difficile d'en poser. Une ventilation double flux, évidemment, pas une ventilation à pile. On aborde maintenant au chapitre suivant les matériaux écologiques, le bois. Alors là, ça va être un peu plus rapide. C'est des choses plus simples, mais c'est, je crois, des rappels quand même intéressants. Maintenant, on a un peu moins, on va dire, on a un peu moins de réaction quand on dit qu'on construit en bois. Quand je construis en bois ou en paille, c'est toujours les 3 petits cochons. Ça fait combien de 10 ans que je fais ça et j'ai ça tout le temps, quoi. C'est comme la blague à Toto derrière l'église, quoi. C'est vraiment lourd, quoi. Mais bon, s'il faut passer par là, on passe par là. Donc le bois maintenant, c'est communément admis. C'est un élément extrêmement structurant, mais aussi isolant. C'est quand même très important de le savoir. Isolant dans la structure, mais sous sa forme de laine de bois aussi. Il est façonnable. Donc par définition, le bois est un matériau à très très fort impact environnemental. Pourquoi? Parce que, enfin dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que, bon, moi je suis permaculteur. En permaculture, on essaie de trouver toujours des éléments qui répondent à plusieurs fonctions. Quand vous avez un élément qui fait la structure, l'isolation et voire même encore la couverture, c'est génial. Vous essayez de n'avoir qu'une seule source, qu'un seul matériau. Ça c'est vraiment génial. Le béton, par exemple, vous ne faites pas ça. La brique non plus. Ou pas très bien, quoi. Le bois, vous le faites. C'est structurant, isolant, c'est vraiment magique, quoi. Donc en plus, c'est local et recyclable sous forme de déchets ou autre, quoi. Donc en plus, c'est recyclable intelligemment. Ensuite, c'est façonnable, assemblable et réparable à la main ou à la machine. Donc on fait fi des écoles, moi je suis artisan ou je suis industriel. Ensuite, c'est extrêmement durable et parfaitement résistant dans le temps, y compris dans les environnements difficiles, en fonction des essences choisies. Évidemment, moi en tant qu'architecte un peu engagé dans l'environnement, il est hors de question d'utiliser des essences exotiques et surtout pas des essences de type autoclave. C'est le bois autoclave, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bois qui est traité avec des métaux lourds. D'un côté, on vous dit attention, tout est pollué, il y a des métaux lourds. De l'autre côté, on vous en fout dans le parquet, dans le plancher, dans les terrasses, dans les bardages, des trucs comme ça. Bon, c'est toujours un problème de petits copains au gouvernement qui arrivent à truander les réglementations. Là, tout d'un coup, la pollution n'existe plus. Ben si, hein, ces métaux lourds qu'on met dans le bois, la preuve, aucun organisme ne le bouffe parce que c'est du poison. Donc, la première chose à faire, c'est ne pas utiliser de bois autoclave. Donc là, je parle d'essence locale, durable. Il y a des bois locaux qui sont plus durables que le teck et le chêne. Il faut le savoir. Pourquoi n'utilise-t-on pas ces bois? Ils sont moins chers que le teck et le chêne. Et donc, en tant qu'architecte, il faut savoir jouer de ces éléments, comme un musicien sait jouer de sa guitare, pour arriver à faire des œuvres qui sont irréprochables et qui répondent à leur fonction. Donc on peut faire un bâtiment en bois, d'origine parfaitement locale, absolument durable. Voilà. Et il résiste dans les situations extrêmement humides, le bois. Il faut savoir choisir les bois en question, quoi. Si vous prenez les mauvais bois, c'est normal que ça soit bouffé par tous les agents possibles. Et souvent disponible, c'est une ressource disponible à proximité immédiate des chantiers. Là, bon, surtout en Alsace, hein, dans les Landes et en Alsace, on a la forêt quelque part et des volumes de bois sans limite quasiment. Chapitre paille et chaux. Donc, la paille est un isolant à longue durée de vie, plus d'un siècle. Ça, on le sait puisqu'on a 1500 bâtiments en paille en France, dont les plus anciens ont à peu près 100 ans. On sait que c'est un isolant qui tient 100 ans. Les personnes qui viennent avec leur discours au petit cochon, la maison des 3 petits cochons, il faut simplement leur dire, écoutez, vous avez isolé quoi? Du polystyrène? Très bien. Est-ce que vous pouvez demander à votre fabricant de polystyrène ou de laine de verre un certificat de tenue dans le temps pour une échelle de 100 ans? Est-ce que vous avez un industriel qui est capable de vous donner ça? Hein, parce que le bâtiment, on appelle ça de la pierre, mais quand 60% des matériaux, financièrement, au niveau du budget, c'est des matériaux qui ont une durée de vie de 5 à 15 ans ou 20 ans, il ne faudrait pas appeler ça de la pierre. J'ai investi dans la carrosserie ou dans le plastique. Il faut être honnête un petit peu avec les choses. La paille, même si ça a une image de maison de 3 petits cochons, on sait que ça tient plus de 100 ans. C'est une stabilité dimensionnelle physico-chimique parfaite, dans les conditions normales. Dans les conditions normales, la paille a une teneur en silice qui la rend plus durable que le bois. Donc c'est un matériau extrêmement, je ne vais pas appeler ça de la pierre,
mais c'était un matériau extrêmement stable. Et il n'y a quasiment pas de concurrent. Si, le chanvre. Le chanvre est extraordinaire, mais il est beaucoup plus cher que la paille. La paille, on en met déjà de très grosses quantités et ça coûte rien en passif, mais en chanvre, on ne pourrait pas la payer. Il est hors de question de faire une maison passive en chanvre, c'est extrêmement cher. Voilà, sans altération, le bilan carbone est totalement négligeable pour la paille, un coût ridicule. Le coût de l'isolation pour une maison passive est, je crois, de 5 000 €. 5 000 €. C'est même pas le prix de la cuisine. Pour une maison passive, hein, une grosse maison avec des murs de 80 ou 1 mètre d'épaisseur. J'ai mis 1 mètre d'épaisseur de paille sur les murs, sur le toit, sur les murs et sur le plafond, et ça me coûte 5 000 €. Donc le coût de la paille est nul. Il est hors d'échelle par rapport à du bâtiment, il n'existe pas. C'est insignifiant, c'est un epsilon, quoi. Alors que tous les autres matériaux sont beaucoup plus chers. Ensuite, c'est particulièrement adapté à l'autoconstruction. C'est vrai que la paille n'a quasiment aucune performance intéressante quand vous le faites faire par les entreprises. Que vous prenez du polystyrène ou autre chose, financièrement, c'est pareil, voire même plus cher. En autoconstruction, par contre, c'est bingo, hein. C'est vraiment très bien. Moi, pour les gens qui savent travailler, hein, qui savent travailler leurs mains. Ensuite, chapitre matériaux industriels haute performance. On est obligé d'évoquer ces matériaux parce que, aussi écologique qu'on soit, on aime avoir des fenêtres, on aime avoir des poignées aux portes, on aime avoir des évacuations qui évacuent les eaux aux salles. Donc on a un certain nombre de matériaux dits synthétiques ou industriels, à une proportion plus ou moins significative, mais qui permettent une architecture vraiment, moi je trouve, hein, c'est mon cœur de métier quand même, très intéressante. Et donc c'est le verre, la tôle, le béton. Le verre, c'est indispensable pour l'éclairage intérieur. La tôle permet de réaliser des couvertures des plus légères. Les couvertures en tôle sont extraordinaires. Déjà parce qu'elles sont monolithiques, c'est-à-dire que vous avez une seule surface. Donc il n'y a jamais de fuite, il n'y a jamais de problème de recouvrement quand c'est bien fait, hein. Ni d'arrachage au vent, ni de vibration quand c'est bien fait. Encore moins de condensation quand c'est bien fait. Et moi je trouve ça extraordinaire. De pouvoir mettre une seule plaque sur un bâtiment, toute longueur, je trouve ça vraiment bien. Le béton permet des fondations et des dallages économiques. Là, c'est valable pour la plaine du Rhin où on a cette ressource à proximité immédiate. Dans les Alpes, c'est tout à fait autre chose. Chaque fois que je leur prononce le mot béton, ils me disent oh, « Qu'est-ce que tu fais avec du béton ?» Ben ouais, on a une plaine de gravier, c'est un des matériaux très écologiques en fait. Très écologique, je parle scientifiquement, c'est pas une croyance, hein. Le béton a une part très réduite qui est issue on va dire, qui est très gourmande en énergie grise. Il n'y a que le ciment qui est polluant. Et il faut voir d'où il vient et comment on le retraite et comment on le fait. Et là, vous voyez que le matériau béton n'est pas si catastrophique que ça. Paradoxalement, la brique en terre cuite, oui, elle a un coût extrêmement élevé en énergie grise, mais le béton, non. Le seul problème du béton, c'est qu'il n'a aucune performance à part la statique, quoi. C'est juste de la structure. Il n'est pas très bon dans le reste, voire carrément nul, quoi. Et thermiquement, c'est une catastrophe. Voilà. Il a une bonne inertie à l'abrasion, donc il faut l'utiliser comme surface finie. Voilà. Et enfin, j'ai pas dit un bilan de carbone nul, j'ai dit un bilan de carbone faible. Donc si on est modéré avec le béton, ça peut être une réponse intéressante. Ensuite, la récup, charpentule, briques, sanitaire, etc. Tout est possible et souvent gratuit pour les particuliers et autoconstructeurs. Moi, j'ai souvent travaillé dans les monuments historiques et même dans les bâtiments nobles, type château, voire même église, on avait des pièces de charpente majeures sur les fermes qui étaient déjà des pièces de récup. Donc il n'y a aucune honte à récupérer des choses. Moi, dans ma maison, j'ai plein de matériaux de récup. Je ne vous dis pas quoi, parce que vous allez dire, récupère n'importe quoi. Bah ouais, et alors je l'ai fait. C'est tout. Des choses en porcelaine peuvent se récupérer très très longtemps. Des lavabos, des choses comme ça. Je ne parle pas pour des questions, on va dire, de snobisme, parce que ça fait bien d'avoir un beau lavabo, hein. Non, je n'allais pas acheter un lavabo neuf, j'ai récupéré mes lavabos, par exemple. Et je les ai achetés à Emmaüs, ils n'étaient pas pétés, j'ai démonté les vieux trucs qu'il y avait dessus, bien nettoyé, c'est reparti pour un tour. On peut faire ça avec des portes, on peut faire ça avec plein de choses. Plus l'ouvrage est de valeur, une vieille porte de H&M en carton, si vous n'avez pas envie de la récupérer, elle s'est pris plein de coups de pied partout, elle se décolle sur la tranche, la poignée a frotté partout, vous ne la récupérez pas. Mais une belle porte, je ne sais pas moi, de bâtiment de mètres, même si elle est un peu trop grande, on peut la faire retailler, elle est repartie pour 100 ans, 200 ans, quoi. Donc c'est toujours l'investissement de départ. S'il est intéressant, il faut continuer à faire vivre la chose. Tipi, yourte, roulotte et caravane, j'en parlerai très rapidement. C'est simplement des solutions qui ont la caractéristique d'être réservées aux situations transitoires ou de nomadisme. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles qui ne sont pas transposables en gros volume. Donc c'est toujours des petites choses précaires.
Je pense que c'est l'habitat d'avenir, hein, que les gens le veuillent ou pas, c'est l'habitat d'avenir. Ils ne sont pas prêts à l'entendre, vous peut-être pas non plus, mais moi, c'est pas mon problème, c'est ma conviction, hein, ça n'engage que moi. Malgré nous, hein, j'ai pas dit que on a la chance de descendre en bas de l'échelle, non, ça sera comme ça, c'est tout. Et surtout, ces bâtiments n'ont aucune inertie et beaucoup d'effets de paroi froide. Je parle surtout des tipis et autres. Bon, ils consomment peu parce qu'ils sont tout petits, mais si vous augmentez un peu la surface, c'est une catastrophe, c'est un gouffre. En Mongolie, toutes les zones où il y a des yourtes sont super polluées, mais super polluées. C'est pas seulement dû à la nature des combustibles employés, c'est parce que ça jette l'énergie par la fenêtre, c'est tout. Si c'est intéressant une yourte, c'est parce que c'est petit, c'est tout. Donc si vous le gardez petit, ça peut être bien, mais il ne faut pas voir ça comme un gros bâtiment. Ensuite, et c'est ça ce qui me dérange, le coût de fabrication et d'entretien est nettement supérieur à celui d'une maison traditionnelle à volume égal. J'ai bien dit à volume égal. Si vous faites une yourte de 130 mètres carrés, en fait, c'est une vaste fumisterie le truc, parce que ça a une durée de vie extrêmement faible et c'est quasiment pas performant théoriquement. C'est complètement nul. Donc c'est une solution, je reviens au début, qui est très intéressante, comme situation transitoire en nomadisme, hein, c'est tout. Il ne faut pas croire autre chose, quoi. Ensuite, les matériaux constitutifs sont très polluants, sauf ceux qui les font en laine. Mais bon, ils ont la chance la plupart du temps de les voir moisir assez très rapidement pour se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Et à faible durée de vie non recyclable. L'autoconstruction. Alors, pour l'autoconstruction, là, j'évoquerai juste certaines techniques qui sont intéressantes. Alors, vous trouvez dans les livres plein de techniques de bâtiments en fuste, en bois debout, je ne sais plus comment ça s'appelle, des rondins comme ça mis dans les parois. C'est plus ou moins intéressant, surtout si on est bûcheron de profession, donc ça dérange pas les gens d'avoir 20 stères de bois pour chauffer par an. Ceux-là, ils s'en foutent de savoir comment ils chauffent, mais quand votre bâtiment a été une vraie passoire, il faut quand même admettre les choses, c'est peu performant thermiquement. Moi, je citerai juste, parce que c'est un peu mon créneau, la paille autoportée. Enfin, mon créneau, c'est quelque chose que j'ai un peu développé, mais que je n'ai pas du tout inventé. Mais la paille autoportée contemporaine, donc c'est pas la technique de paille, des petites pales de paille précontractées avec des câbles en plastique, là. C'est vraiment la paille à la suisse, c'est-à-dire on prend des bottes de paille qu'on pose comme des briques, on les colle pas, on fait rien, elles sont tellement lourdes qu'elles s'écrasent, et ça tient à l'antisismique, ça tient tout. Vous mettez des dalles béton, dalles de plancher dessus, il n'y a aucun problème, ça ne bouge pas. Et on peut le modifier après, on peut intervenir, et ça c'est vraiment très intéressant. Thermiquement, on est au-delà du passif pour un coût nettement inférieur. Donc là, je vous montre à peu près ce que c'est. Donc si vous avez, après un ouvrage de soubassement, vous montez des balles de paille. Là, c'est pas mes chantiers. Tiens, c'est marrant, j'aurais pu mettre mes chantiers là. Là, vous montez l'étage. En fait, je me suis trompé. J'ai une autre vidéo, j'ai une autre image où je mets photos, mais c'est pareil. J'ai fait un chantier comme ça à Momenheim. Et là, j'ai développé un peu plus de photos. Si ça vous intéresse, je peux vous en montrer après. Mais c'est le même principe. Ça, c'était une photo dans les Alpes suisses à 2000 mètres d'altitude, il me semble. Après, autre technique pour l'autoconstruction que je trouve très pertinente, c'est le troglodytisme ou l'enterrement. C'est la même chose. Donc, utiliser l'inertie et l'isolation de la terre et utiliser les revêtements en terre crue. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise chez les amis à Cernay-des-Vosges, c'est le quartier qui s'appelle les Collines, je crois, où là, une bonne partie de l'inertie des murs intérieurs a été faite en terre crue. Alors c'est intéressant, je le cite, bien que j'ai pas de très bonnes expériences avec ça, j'en ai fait plusieurs fois. La terre crue coûte très cher et pose beaucoup de contraintes. Mais c'est pas du tout à négliger et c'est un élément intéressant. Ensuite, on a les scieries mobiles, je passe rapidement, ça c'est pour ceux qui sont très à l'aise avec les outillages. On arrive à faire énormément autoproduire énormément de matériaux soi-même avec ce type de machine qui ne coûte pas très cher d'ailleurs, qu'on peut revendre assez facilement. Voilà, si on est à proximité de massifs forestiers, si on a la place. Les sortants, qu'est-ce que c'est? En éco-construction, c'est important de l'évoquer. On a les eaux pluviales. Quand on parle de co-construction, il faut se poser la question de l'alimentation. Alors, suivant l'endroit où on est, suivant les polluants qu'on a, atmosphériques qu'on a, donc hors de question en milieu agricole de récupérer son eau, puisqu'on a les pesticides qui restent jusqu'à, je crois, 3 semaines ou 6 semaines en l'air. Beaucoup de pesticides sont diffusés par brumisation, comme c'est des micro-gouttelettes, ils restent en suspension.
Et pendant 2 semaines, 3 semaines, des fois 4 semaines, vous avez les nuages de polluants qui sont en l'air. Et chaque fois qu'il pleut, ça vous rabat le tout au sol. Donc si vous récupérez cette eau, vous douchez, vous avez tout ça dans votre circuit, quoi. Donc en milieu urbain, c'est pas très malin. En milieu agricole, c'est pas très malin. Donc qu'est-ce qui reste? Le milieu forestier, on va dire au-dessus des Vosges, là au-dessus des nuages, là c'est vraiment bien, quoi. Donc les eaux pluviales à récupérer, il faut avant tout se poser la question pourquoi. Si c'est pour laver la cour, la voiture, ça va. Si c'est pour laver les sanitaires, ça va aussi. Pour laver le linge, je ne suis pas sûr. Pour laver les salades, non. Et pour boire, encore moins. Donc moi, j'utilise surtout pour laver l'extérieur, pour l'arrosage de jardin, c'est tout. Les eaux grises bio à récupérer 100%, ça, dès que vous pouvez. Je pense que c'est nettement moins dangereux de récupérer. Si on contrôle ses entrées, si on n'a pas trop de médicaments, une consommation de médicaments trop importante sur les médicaments, c'est très intéressant de récupérer ces eaux grises, soit pour la fertilisation, soit pour la réintroduction dans le milieu, hein, donc l'irrigation d'une manière générale. Les déchets ménagers organiques, alors nous en permaculture, c'est obligatoire, on récupère tout évidemment, tout ce qui est récupérable, le plastique pas trop, mais les déchets organiques sont récupérés à 100%. Il n'y a pas de matière organique qui ne soit pas récupérée, y compris les viandes et autres, hein. Donc il y a des circuits spéciaux pour récupérer. Si vous avez un jardin, c'est particulier, mais vous récupérez tout. Et les produits de toilette sèche, qui sont aussi des produits ménagers, mais pas de la cuisine. Donc là, c'est un contexte un petit peu particulier, il faut savoir le faire. Maintenant, on peut en parler sans être taxé de scatologue, je ne sais pas comment on dit, scatophilie, scatologiste. Donc on peut en parler maintenant, c'est plus dans les catégories gros mots ou déviance. Récupérer ces produits de toilette sèche, il faut avoir une surface végétale pour la réintroduire, il faut avoir un usage, il faut savoir le faire. Mais c'est très intéressant. Moi je ne le fais pas, hein, je n'ai pas franchi ce pas. Conclusion, prévoir des raccordements ou collecte directe au point de production, des sortants afin de limiter les réseaux et les contraintes de transport. Ça c'est très important, parce que bon, là jusqu'à maintenant c'était du blabla. Et vous dites éventuellement, bon je ferai ça quand j'aurai le temps. Eh ben non, c'est quelque chose qu'il faut le faire dès le début. C'est-à-dire que les WC par exemple, il faut les placer en façade. Et si vous avez une différence de niveau, c'est bien par exemple sous la dalle du WC de pouvoir accéder avec une brouette pour décharger les matières, ce genre de choses. Parce que circuler avec des seaux de matière sèche, par exemple de produits provenant des WC, à travers tous les étages, les moquettes, les parcs et autres, c'est une chose qu'on fait au début, après c'est des conneries, hein. Donc penser un habitat, un lieu de travail, en tenant compte des sortants, ça se fait dès le début de l'esquisse, quoi. Ça c'est très important. Pour la cuisine, c'est pas trop important. Pour les eaux grises, c'est fondamental. Pour récupérer les calories aussi, les récupérateurs de chaleur, c'est des longs appareils qui font des fois 3, 4, 5, 6 mètres de long, hein. C'est très grand. Et donc il faut savoir les intégrer dans le plan, ces récupérateurs de chaleur. Mais les WC, alors là, c'est vraiment très important. Un WC sec, bien conçu, c'est bien. C'est la raison pour laquelle j'en ai pas, c'est que j'ai pas envie de me casser les pieds avec ça, c'est tout. Et si c'est bien fait, c'est vraiment bien, quoi. Enfin, c'est une bonne idée. Après, vous en pensez ce que vous en voulez, mais bon, là, j'ai un petit problème de mise en page. J'allume toute la page. Alors, la réhabilitation, rénovation, je crois que c'est le dernier élément. C'est pour ça que je préfère pas trop en parler. Si des gens ont des questions, on peut en parler après, ils peuvent venir me voir. Mais c'est souvent peu économique et difficile à rendre passif. J'ai pas dit que c'est pas rentable, mais pas à faire. Mais si vous y visez les performances passives, c'est difficile. Donc, il faut rester très modeste. Hein, comme dit, moi, j'incite toujours les gens à le faire. Malheureusement, je ne le fais pas toujours parce que ça coûte pratiquement toujours plus cher que le neuf, voire beaucoup plus cher. Donc quand j'ai des clients qui sont jeunes, on va dire qui ont des projets de vie, je trouve que c'est con de couler complètement ces trucs. Il vaut mieux prendre quelques stères de bois de chauffage qu'on brûle par an et puis arriver à partir en vacances et puis avoir une vie heureuse plutôt que de boire la tasse à chaque fin d'année. Mais bon, on a des prétentions, je trouve, peu pertinentes, quoi. Donc il faut savoir relativiser les choses. En réhabilitation, il faut baisser beaucoup les prétentions. Ensuite, ça nécessite des prestations d'ingénieur ou d'architecte en cas de restructuration lourde. Là, je fais référence au parc naturel, notamment les Vosges du Nord, avec lequel je travaille un petit peu et qui malheureusement me font souvent part de ça. Les gens réhabilitent des beaux bâtiments, ils font appel à une entreprise, des copains, de la famille ou des gens des entendus du bien, et les gens n'ont pas forcément les compétences. Ils refont ça, on va dire, avec leurs connaissances on va dire, de corps de métier spécifiques. Or, souvent, il faut connaître plusieurs corps de métier. Et ça, c'est pas accessible. Ce genre de connaissances ou on va dire, de
prestation n'est pas accessible aux entreprises. Il faut faire, dans les cas particuliers ou restructuration lourde, obligatoirement appel à un maître d'œuvre compétent. J'ai dit compétent. Il y a des archis qui s'en foutent complètement. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas incompétents, qu'ils sont incompétents, qu'ils sont mauvais. Je ne mets pas dans ce débat-là. Je dis qu'il y a beaucoup d'architectes, d'entreprises aussi, d'ingénieurs qui s'en foutent de ces problèmes-là. Dans ce cas-là, on voit le résultat. Je pense qu'il faut prendre des gens qui se sont vraiment posé la question des performances et des contraintes de la restructuration de bâtiments anciens. Et c'est souvent délicat, très délicat. Il faut se poser des questions, il faut un minimum de culture des matériaux anciens, il faut savoir accompagner le client, les entreprises aussi, c'est très important. Hein. Et ça, je vous renvoie au parc naturel qui ont des dossiers sur la réhabilitation et ils vous accompagnent. C'est gratuit, je crois, et c'est fait pour le grand public. Et ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé après de prendre un archi ou une boîte. C'est fait, allez voir. Moi, je dis simplement qu'il faut souvent, quand c'est un peu compliqué, s'accompagner de gens qui sont neutres. Les gens qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à vous vendre de la pierre ou du béton ou de la fibre, je ne sais pas quoi. Ensuite, les anciennes structures en bois sont souvent irrécupérables en cas de défaut d'entretien. Je parle des structures en bois traditionnelles, économiques en Alsace, c'est-à-dire des maisons populaires, pas des maisons de maître. Quand vous avez une maison de maître qui est entièrement en chêne, il y a moins souvent des dégâts. Mais quand vous avez une petite maison, on va dire du bas peuple, comme moi, peut-être pas vous, je ne sais pas, mais en bois de sapin, en bois de résineux, quand elle est très ancienne, qu'elle a eu pas mal de vécu, qu'elle a été tripatouillée, pas très bien entretenue, souvent il n'y a rien à récupérer. Quand vous avez 20% de chaque poutre à remplacer, ça vous coûte 2 fois le prix de la maison. Parce qu'il faut tout désosser, les pièces sont mal réassemblées parce qu'on ne peut pas les démonter complètement. Et je vous assure, c'est des chantiers qui prennent jamais, qui terminent jamais, et c'est vraiment beaucoup plus cher que du neuf. Donc malheureusement, le bois, il faut savoir faire son choix et prendre que des situations qui ont bien vécu. Conclusion, prévoir un diagnostic complet, comme pour un corps humain, hein, avec une estimation du coût des travaux. Donc avant de faire quoi que ce soit, faire une étude de budget, une étude de travaux, pas une estimation à la vague, du genre « ah ouais, moi j'ai déjà fait un truc, ça coûte à peu près ». Non, par corps d'état, regardez où ça va, avec des variables d'ajustement et des choses comme ça. Par un maître d'œuvre, vous pouvez prendre une entreprise tout corps d'état, c'est aussi possible. Une entreprise qui simplement maîtrise la globalité des lots. Hein. Il n'y a pas que les architectes, c'est pas l'architecture Uber Alles, hein. Mais il y a des ingénieurs, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des entreprises corps d'état qui font ça, mais c'est très particulier ça. C'est un savoir-faire. Hein. Beaucoup d'architectes honnêtes disent « moi je ne fais pas ça, je ne touche pas à ça. J'en fais pas assez, je ne contrôle pas trop, donc allez voir des gens qui font de la réno. » Voilà. J'ai terminé avec ça. Bon, ça c'était ma page de fin. Je vous propose, je ne sais pas quelle heure il est. 18h, on a passé 1h30. Est-ce qu'on a encore une petite demi-heure pour voir la paille? Il faut que je retrouve mon document. Paille d'analyse. Voilà, ça va être celui-là. Alors, pour construire en paille, je ne vous présenterai pas toutes les photos hein, parce que c'est des choses, on va dire, pas forcément très intéressantes, mais les grandes lignes sont quand même importantes à évoquer. Alors, la paille constitue l'isolant le plus écologique. Pourquoi? Parce que c'est de production locale, au moins en plaine d'Alsace. Ensuite, sa production mobilise très peu de moyens. La mécanique, la machinerie mise en œuvre est extrêmement rudimentaire suivant les process. Maintenant un peu moins parce qu'on a des pailles à très haut rendement, à très haut niveau de rendement on va dire. Ensuite il n'y a pas de préparation des sols, il n'y a pas de semis ni de fauche pour la paille, comme le chanvre par exemple. Il n'y a pas de consommation de matières premières pour la fabrication, par exemple de produits de synthèse, il n'y a pas de colle dans la paille. C'est pas par exemple comme la laine de verre ou certaines fibres qu'il faut agglomérer encore. La paille, c'est un truc que vous pressez, ça tient tout seul, plus ou moins, quoi. Et il n'y a pas de transformation comme la laine de bois, la cellulose, il n'y a pas de circuit industriel derrière. En gros, la paille n'est pas une culture, c'est pas une plante la paille. Le chanvre, vous êtes obligé de le semer, de le récolter, c'est une plante. Donc pendant que vous plantez le chanvre, la terre n'est pas utilisée pour d'autres usages. La paille, c'est l'inverse. C'est pas une plante, c'est un sous-produit d'une culture. Je n'ai pas dit que c'est un déchet, hein, c'est un produit très noble, mais c'est un sous-produit. Donc en elle-même, ce n'est pas une culture. C'est là où il y a une différence fondamentale avec le chanvre ou d'autres végétaux. Hein. Je ne sais pas qu'on appelle ça là, les grands roseaux. La paille, c'est pour moi, en termes d'énergie grise, c'est vraiment le bingo. Quoi. Au
niveau de la culture. Son utilisation dans la construction évite une pollution des sols par l'emploi de produits chimiques appelés régulateurs de croissance, hein, ce qu'on appelle les raccourcisseurs de tiges. Donc si vous achetez la paille, l'agriculteur va avoir intérêt à ne pas utiliser ces raccourcisseurs de tiges parce qu'il se fait plus de blé entre guillemets en vendant la tige que le blé lui-même. Donc c'est pour nous un challenge de demander des fibres longues et surtout bio, ça à la rigueur je m'en fous, hein, ça, puisque moi je ne mange pas les murs des maisons, mais c'est évident qu'il faut la prendre bio. Mais j'ai des problèmes avec les fabricants de bio parce qu'ils ne tiennent pas leurs critères de qualité. Ça c'est un autre problème au niveau du bâtiment en tant qu'architecte, hein, pas en tant que consommateur de la graine de blé. Mais en tant qu'architecte, j'ai des problèmes avec la filière bio, donc moi je mets un trait dessus. Mais par contre, c'est bien de prendre des pailles qui n'ont pas été raccourcies. Vous évitez une pollution, déjà, c'est déjà pas mal, si vous le pouvez. Deuxièmement, la paille constitue l'isolant le plus économique. Je vous l'ai déjà dit, donc j'en parle pas. 11 tonnes de paille pour l'isolation complète d'une maison passive coûte 1 000 €. Ça, c'est en paille portée. Mais en paille autoportée, c'est 5 000 €. Mais le volume est beaucoup plus nettement supérieur, hein. C'est 2 semi-remorques gigantesques pour une petite maison, hein. C'est pratiquement le volume de la maison carrément en paille, quoi. Presque, quand on ne fait pas gaffe, c'est. Attends, on se dit, mais c'est pas possible qu'ils voulaient faire avec ça, quoi. C'est énorme, 5 000 €. Livré sur le site, compacté au volume à la densité, donc c'est déjà tout préparé, nettoyé, hein. Donc c'est plus cher, c'est 5 000 €, mais c'est du plus que passif, là, hein. Pourquoi construire en paille? Alors, ce qui est intéressant, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant, parce que la durée de vie moyenne des constructions traditionnelles se réduit au fur et à mesure que leur performance énergétique augmente. Je m'explique. La part du second œuvre en RT 2005, donc c'est la RT 2005 parce qu'on a toujours 10 ans de retard sur ce qu'on met. Ce qu'on fait maintenant, c'est la RT 2005, hein, parce que la RT 2012, c'est sur le papier, hein. Concrètement, les gars, ils essayent encore, hein. Ils en sont vraiment à des essais. Donc, en gros, à peu près ce qu'on fait maintenant, c'est la RT 2005, même si ça s'appelle de la RT 2012. Il y a à peu près 37%, on va dire en gros un tiers de seconde œuvre. Seconde œuvre, c'est les matériaux de faible durée de vie ou de finition ou non porteurs. Il y a plusieurs critères qui définissent le seconde œuvre. En gros, la structure, c'est le béton, la charpente. Et tout le reste, c'est du seconde œuvre, on va dire, hein. Et donc le seconde œuvre, dans une maison traditionnelle, jusqu'à peu de temps, c'était un tiers. Mais dans la maison passive, et ça dure 20 ans. Ce second œuvre, il a une faible durée de vie. C'est variable, hein, c'est une moyenne, parce que dans le bâtiment, vous avez différents éléments. La peinture, par exemple, on estime que ça dure entre 2 et 5 ans, la peinture. L'électricité, entre 5 ans et 15 ans. Après 5 ans, vous avez des interrupteurs qui commencent à foirer, des trucs qui s'arrachent, et ainsi de suite. Donc il y a une norme qui régit ça, et qui dit effectivement, statistiquement, ça vaut une norme, c'est une vue de l'esprit. Mais statistiquement, c'est à peu près pour donner une idée de la durabilité du second œuvre. Donc moi, j'arrondis à 20 ans, parce que ça varie en gros de 5 à 35 ans, guère plus, hein, le second œuvre, on va dire 20 ans. Dans une maison passive, on a 65%. Donc on augmente en termes de performance énergétique, mais on divise par 2 la durabilité du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Rien du tout, parce que le prix du bâtiment est 20 fois, 100 fois le prix de la consommation énergétique du bâtiment. C'est-à-dire qu'une maison passive industrielle, telle que le gouvernement essaie de nous le fourguer, et puis tous les camelots, les entreprises, les bâtiments de matériel, c'est une énorme régression écologique. Certes, il ne consomme plus rien, mais il devient super polluant et les matériaux en œuvre, ils durent peu longtemps. Et surtout, on ne peut pas les remplacer. La plupart du temps, l'isolant, quand il se casse la gueule, quand il est merdique, il faut vraiment désosser complètement le bâtiment. On ne peut pas juste réinjecter, ressouffler dedans. C'est pas comme regonfler un pneu, quoi, et c'est reparti pour un tour. Non, c'est vraiment échafaudage, déconstruction, travail complet, et c'est vraiment pénible, quoi. Donc la part du second œuvre est multipliée presque par 2. Et ces matériaux, ils ne sont pas beaucoup plus polluants, mais ils sont avec le temps plus polluants. Et ces matériaux industriels, hein, ce que j'appelle traditionnels, mais qui est en fait de l'industriel, hein, du second œuvre, sont de moins en moins stables et de plus en plus polluants. C'est une deuxième tendance vraiment négative, donc ça on n'en parle pas, hein, ça. Et donc c'est ainsi que la maison passive, construite selon des techniques traditionnelles, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le traditionnel, qui est en fait de l'industriel, parce qu'il n'y a rien du tout. La vraie maison traditionnelle, c'est ou la maison alsacienne, ou la hutte en terre, mais bon, ça n'a pas de sens, quoi, hein. Donc ce qu'on appelle souvent du traditionnel, c'est de l'industriel. Est une aberration écologique, mais aussi économique. Conclusion, la maison en paille, vu le volume de seconde œuvre, est une des rares, je n'ai pas dit la seule, hein, il y en a d'autres, mais là je parle pour l'ASA, je parle surtout pour mon expérience, et pour moi c'est une des rares solutions cohérentes à ce jour. La paille comprimée ayant une durée de vie équivalente à celle du gros œuvre.
Il faut vraiment arrêter avec la blague des petits cochons. Moi, je m'en fous, hein, je ne suis pas tellement susceptible à ce point-là. Mais c'est vraiment l'image inverse que j'ai en termes de durabilité. La paille, c'est très chargé en silice, c'est beaucoup plus proche en stabilité de la pierre que le bois. Dans les conditions normales, c'est évident. Si vous gérez mal l'hygrométrie, c'est pas stable, c'est évident. Voilà. Pourquoi construire en paille? Quelques caractéristiques techniques du matériau de construction de paille. Là, je passe rapidement. Aucun organisme vivant ne consomme la paille. Aucun rongeur, aucun insecte, aucun mammifère, à l'exception d'un champignon qui ne se développe pas dans les conditions normales. Donc, ces conditions normales sont plus basses en termes de dégradation que le bois. Donc, si vous avez un bâtiment bois et paille, le bois sera bouffé avant la paille, si ça se dégrade. Donc, c'est pas le maillon faible, c'est pas la paille. J'avais une fois entendu un charpentier qui disait ouais, construisez pas avec la paille, c'est de la merde. J'ai dit non, de la merde, c'est toi qui l'as. Hein. Ça va, hein. C'est quand même grotesque, les gars, quand ils connaissent pas, ils balancent n'importe quoi comme info. La paille est plus stable que le bois. Hein. Et ce qui dégrade un champignon, c'est pas les souris. Les souris peuvent nicher dedans, les loirs aussi, les poules, hein, pourquoi pas, ou les chats. Mais c'est pas ce qui va bouffer le mur. La seule chose qui peut bouffer un mur en paille, c'est un champignon qui se développe, que vraiment, c'est la douche dans le mur. Hein. C'est vraiment quand il y a des infiltrations très significatives que là, la paille se dégrade. Sinon, le mur en paille ne se dégrade pas. Il faut vraiment se le visser dans le ciboulot. La paille a une excellente tenue au feu, plus de 1 heure, sans que le cœur de l'isolant soit atteint ni les parois traversées. Donc la paille est parfaitement stable. Je rappelle que ce qui tue les gens en cas d'incendie, ce n'est pas le feu, hein, c'est les gaz. Les gaz de combustion. La paille, quand ça brûle, ça vous pique les yeux, ça ne vous tue pas. Alors que le PVC, quand ça brûle, et d'autres matériaux synthétiques, c'est la mort. Hein. 75% des morts, je crois, dans les incendies sont dus à des intoxications dues à des gaz. Le polyuréthane, le polystyrène, quand ça brûle, c'est très toxique. Le polyuréthane, qu'on voit partout, c'est mortel. Le polyuréthane, lorsqu'il brûle, dégage un gaz de combat qui est utilisé par les armées comme gaz de combat. Et pourtant, on en met partout. On met partout du polyuréthane. C'est un truc incroyable. Et donc, quand les gens me disent « Ah, la paille, c'est pas dangereux », je dis « Non, vous êtes fous. Le danger, il existe dans votre maison. Là où vous mettez du polystyrène, là où vous mettez du polyuréthane, mais pas dans les maisons en paille. Vous êtes en danger de mort, pour ceux qui sont parano. Hein. Vous êtes en danger de mort dans une maison traditionnelle, mais jamais dans une maison en paille. Et si je voulais leur renvoyer une image caricaturale, c'est ce que je dirais. Quoi. Mais bon, on discute avec un pompier si vous voulez avoir des éclaircissements sur la chose. Les matériaux paille et une maison à acier en général ça brûle, mais déjà ça s'effondre pas, et deuxièmement ça part d'une manière tout à fait différente que les bâtiments modernes en plastique, enfin avec des revêtements plastiques. Voilà, ça c'était ce que j'ai développé. Là vous voyez sur internet toute une documentation, des vidéos, des images sur les murs en paille qu'on brûle pendant 1 heure voire 2 heures, et après ça s'arrête. Le lambda de la paille, donc les performances énergétiques de la paille se dégradent quasiment pas avec le temps, au-delà de 50 ans ça bouge pas. Même en présence d'humidité, j'ai dit d'humidité, pas d'eau. Donc si vous avez des sites exposés humides, les Vosges, les fonds de vallée, ce genre de choses, la paille gère bien l'humidité. Alors que d'autres matériaux voient leur performance chuter ou voire se mettre en péril lorsque c'est très humide, pas la paille. Ensuite, pour une même maison, vous avez une consommation, un besoin en chauffage dû à lissage de température inférieur par rapport à une maison monomure. Ça, vous trouvez les études sur internet aussi. Et la stabilité thermique, donc ça c'est encore autre chose, c'est pas la consommation, est légèrement inférieure, je crois, d'une même maison, et légèrement, le comportement thermique est légèrement plus intéressant en paille. Donc on dit toujours, ouais, de toute façon la paille, faites ce que vous voulez, mais avec un monomure ou en pierre, on sera toujours plus confortable en été. C'est faux. C'est mesuré, c'est pas des choses qu'on répète comme ça. Vous trouvez les documentations. Donc en termes de lissage de température, de volant inertiel, c'est beaucoup plus intéressant, légèrement plus intéressant en paille qu'en pierre ou monomure. Voilà. Depuis quand construit-on en paille? On estime à plus de 4000, je dis 1500, mais je crois qu'on en a 1500 en France, à plus de 4000 maisons construites en paille, dont les plus vieilles ont plus de 100 ans. Alors ça, celle-là date de 1899, elle tient toujours debout. Celle-là de 1905, elle n'est pas chez nous, aux États-Unis, celle-là en Angleterre, celle-là elle est en France, de 1921. C'est la maison Feuillette, donc une maison de 2 étages. Je crois qu'il y a 2 familles dedans. Elle n'a jamais été restaurée. Vous voyez des photos, hein, si vous tapez maison Feuillette, vous trouvez toute la documentation. Donc c'est un numéro de Sciences et Vie, la revue de vulgarisation qui a détaillé la chose. Donc ça c'est la maison Feuillette, photographiée par le constructeur,
qui voulait en faire un processus industriel, donc sa structure en bois. Ensuite, son remplissage en petites bottes de paille. J'aurais pu figurer sur cette photo-là parce que mes premières maisons de paille, je les faisais exactement comme ça. C'était la même chose, les mêmes bottes de paille. Ça, c'est 1921. Et là, il les a bien coincés dedans. Ça, c'est la méthode traditionnelle de construction en paille. Moi, je fais plus ça hein, parce que c'est trop lourd, beaucoup trop cher, beaucoup trop lourd quand on passe par une entreprise. Et voilà la maison pratiquement finie avant d'usage. Et voici la maison après en usage. Donc, c'est comme ça qu'on la connaît encore à ce jour. Et là, vous avez quelques références paille, paille autoportée ou non, à travers le monde, pour vous montrer que la maison en paille, passive ou non, la plupart du temps passive, ou même beaucoup plus que passive, n'est pas forcément liée à un style d'architecture. Vous pouvez très bien faire une petite chaumière, c'est-à-dire la maison d'architecture vernaculaire, hein, sans prétention. Le gars qui l'a dessiné et qui l'a construit lui-même. Des murs, 2 toits, 2 pans, quelques fenêtres, basta, terminé, hein, pour abriter sa famille, sans se poser de questions, mais sans chercher d'ennui, à un bâtiment plus audacieux, signé par un architecte. Là, vous avez, il n'y a aucun de ces bâtiments qui est par moi, hein, donc j'ai pris la Suisse, l'Autriche, vous voyez des maisons ou des bâtiments administratifs qui sont en paille. 1 ou 2 ou 3 étages, en paille autoportée ou non. Donc la paille, c'est pas du tout, pour moi, je vais faire la parenthèse, pour moi, c'est pas du tout un sujet intéressant. La moitié de mes clients s'en foutent de savoir que je mets de la paille dedans, et la première fois, quand je leur dis la paille, ils me disent non, on n'en veut pas. Je dis écoutez, moi je m'en fous, je vous fais une alternative avec son paille, et bing, et après ils voient tout de suite que si je leur prends toutes les garanties, ils font une énorme économie avec la paille. Et donc la plupart de mes clients ne veulent pas savoir s'il y a de la paille dedans ou autre, ils s'en fichent, quoi. Et moi je trouve ça bien, pour moi la technique n'est pas une source d'inspiration vraiment, ni un sujet intéressant en soi. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin de week-end, il n'y a plus qu'un dimanche, ensoleillé, et à bientôt peut-être.